Bonsoir à tous, bienvenue dans le dojo. Aujourd'hui, donc, nous accueillons Calvin Vergès, qui est donc animateur 3D medium, middle, comme on dit dans le jargon, et qui donc travaille actuellement chez Xylam, donc sur leur première prod en 3D. Est-ce que j'ai le droit de le dire, ça? Oui, carrément. Ah bah ok. C'était un truc qui était prévu, on sait pas ce que c'est encore. Mais... Suspense, ok. Bon, suspense. Eh ben écoute, on va attaquer. Donc on va faire la base à l'école. Du coup, toi, comment tu as débuté dans le monde de l'animation 3D? Comment s'est passée ta formation? Alors le début et la formation, donc formation l'IDEM, même école que toi. Ouais, on vient de la même école à Perpignan. Voilà, on a eu la chance de pouvoir faire des demi-tours entre Perpignan et Barcelone aussi, c'est cool ça. Ouais. Ouais, du coup, en vrai, je me dirigeais pas du tout vers l'animation. J'étais quelqu'un qui griffonnait beaucoup, j'aimais bien. J'étais toujours le petit couillon en fond de classe qui était pas très bon, mais qui s'en sortait quand il s'y mettait, quoi, mais qui était un peu un poil dans la main. Et j'aimais bien dessiner, j'aimais bien le truc artistique en fait. Et après le lycée, je savais pas trop où aller, j'avais un bac GEL. Et c'était un peu. C'était pas là où je voulais aller, quoi. Je me destinais à un truc, et quand j'ai appris vraiment ce que c'était, je me suis dit, bon, voilà, j'y suis allé un peu en porte-à-faux et tout, mais. En fait, c'est pas ce que je voulais faire, et du coup, je me suis orienté, j'ai fait la fac, etc. J'ai mis des années, en fait, à essayer de savoir ce que je voulais faire. D'accord. J'ai fait une fac de sociaux, j'ai fait fac d'histoire, etc. J'ai bossé en manutention, j'ai fait McDo, j'ai été serveur, comme tout le monde, quand tu galères, quoi, voilà, tu sais pas où tu vas, du coup, tu survis, quoi. Et je me suis dit, vas-y, j'en ai parlé à mes parents, j'ai dit, pourquoi pas me diriger entièrement, voilà, l'animation ou le dessin, je sais pas, une école qui généralise et que je puisse savoir où est-ce que je vais aller après. Mais en tout cas, dans l'artistique, j'aimais bien ça. La photo, généralement, tout, c'était vraiment une espèce de gros melting pot, je savais pas trop quoi prendre à l'époque. Ouais. Mais j'aimais bien tout ça, tout le monde artistique. En tout cas, la BD, j'étais fan par contre. La BD, c'était vraiment le point commun. Et le dessin, c'était vraiment ce que je voulais faire au début. Parce que la BD, j'ai été bercé dedans. J'ai eu un nombre incalculable grâce à mes parents. Merci à eux. Une bibliothèque gigantesque de BD. Du coup, j'ai pu lire masse et masse de BD de tous les auteurs possibles et imaginables. Pour n'en citer que quelques-uns, ça allait de Bourgeon à Hergé. Il y avait pas du Z parce qu'à l'époque non, mais voilà, enfin tout ce qui était Astérix, Obélix, Adèle Blanc-Sec, ouais. Voilà, des trucs comme ça, à la fois franco-belge, mais aussi un petit peu moderne parfois. Enfin, voilà, j'avais un peu de tout. Et du coup, je me suis dit, vas-y, artistique, ça me plaît. Et du coup, on a payé la formation, et je suis arrivé à l'IDEM, j'ai fait ma formation, qui s'est plutôt bien passée dans l'ensemble. Après, il y a eu quelques petits couacs, etc. à droite à gauche, c'était plus en rapport avec ma personnalité, le fait que je suis arrivé, j'avais plus de la vingtaine, donc j'étais un peu plus vieux. T'avais quel âge à peu près? Je me souviens plus, je crois que je suis arrivé à 23, 24. D'accord. Je suis sorti, je crois que je vais avoir 27. Ok. 27 ou 26 quand je suis sorti. Ok. Mais voilà, oui, c'était 23, 26, ouais. Mais du coup, un peu sur le tard, tu vois, quand même. Donc, heureusement, je sortais pas direct du lycée. Ceux qui sortaient direct du lycée, il n'y avait pas ce délire, en fait, où moi, j'ai réussi à faire la fac. Et heureusement, j'ai fait quelques années de fac, parce que du coup, tu as quand même une liberté à la fac, où tu dois toi-même te gérer. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment aidé à l'IDEM, c'est que je pouvais de temps en temps prendre des trucs tranquilles et me dire, je reviendrai après, je me gère, etc. Et je sais que deuxième année, ça a été un peu difficile parce que il y avait le niveau, etc. Et on comprenait qu'on était pas en compète, mais parce que la classe, on n'était pas nombreux, mais ça avait un délire où le niveau montait, on demandait beaucoup. Et qu'on voyait aussi que nous, on n'avançait pas trop, quoi, parce que faut avouer que j'ai passé mes premières années à gamer un peu, etc. Enfin voilà, il y avait un délire un peu où je passais beaucoup de temps à gamer à la fois et à faire de l'animation, et du coup, ce rapport que j'ai eu avec la console de jeu, elle était un petit peu problématique. Et la deuxième année, je me suis un peu réveillé, mis une claque. Et quand je suis arrivé à la troisième année, du coup, ça a été vraiment l'année où Christine m'a aussi mis une claque parce que je foutais rien, en fait, il faut le dire. Hein, Christine, du coup, la directrice, pour mettre dans Christine, la directrice, merci elle d'ailleurs, parce que je serais pas là actuellement si cette année-là, elle m'avait pas dit, bon, tu te sors les doigts. Ouais. Et du coup, voilà, on a eu un tête-à-tête où elle m'a dit, bon, t'arrêtes de déconner. Et j'ai passé l'année, ça s'est bien passé, j'ai fait mon film de fin d'études. Pourquoi tu as choisi cette école-là et pas d'autres, et pas une autre? Parce que le Sud, avec pas trop le choix. En fait, je m'étais dirigé à la base vers l'ESMA, qui à l'époque était le saint Graal, parce que ce qui sortait, enfin tu vois, avant d'arriver à l'IDEM, je regardais les courts-métrages de l'ESMA tous les ans, je les torchais, je les bouffais vraiment. Je trouvais ça dingue en fait. C'était d'une qualité de ouf. Et voilà, l'ESMA c'était Montpellier, j'habitais à Perpignan, mes parents habitent à Perpignan, donc et un petit peu plus haut dans le 4e, mais donc c'est un peu compliqué. On cherchait une école mais sans vouloir aller trop loin parce qu'on n'avait pas non plus une bourse de malade. Tu vois, d'accord. Déjà j'avais pas de bourse et ensuite c'était compliqué pour mes parents. Voilà, enfin bref. Donc il fallait qu'on trouve un truc plus terre à terre et l'IDEM, pour nous c'était une aubaine de dingue parce que je me suis dit une école 3D à côté de chez moi, franchement, vraiment au soleil quoi. Enfin on n'a même pas cherché à comprendre quoi. On a fait ça direct. Parce que ça, voilà, une demi-heure en voiture plutôt que vivre à Montpellier, payer un loyer, etc. C'est sûr.
Et je reste à côté de chez je peux vivre chez mes parents. Donc, voilà. Après, j'ai été un Tanguy un peu entre parenthèses où je suis parti assez tard, mais ça, c'est plus dû au fait que je trouvais pas de taf et que du coup, je restais au nid, quoi. C'était un peu compliqué. Ok. Mais voilà. Ok. Et du coup, toi, par rapport au culte, si maintenant là, tu pouvais donner des conseils à ceux aux formateurs, à l'école, quel point toi tu pourrais leur suggérer d'amélioration si tu ferais un peu un post-mortem des études Les post-mortem des études, je pense que c'est compliqué en fait, parce que parfois les profs, c'est souvent des gens qui, parfois ils sont encore dans l'industrie quand ils bossent, parfois ils sont retirés depuis un moment. Et le fait d'avoir un prof qui s'est retiré de l'industrie mais qui continue de faire du professorat, c'est que en se retirant de l'industrie, il se met pas à jour. Et du coup, parfois, ça peut arriver qu'il y ait des gaps sur certaines écoles quand un prof est là depuis longtemps et qui se met pas à jour et qui reste sur des bases. Pas uniquement. Ce que je pourrais juste dire, c'est de parler plus de la production et du milieu en fait que ça implique. C'est-à-dire que les élèves, faut pas. Moi, quand je suis sorti de l'IDEM, j'avais un peu cette idée en tête de je suis pas qu'un techos en fait, je suis pas qu'un technicien. Je suis un animateur 3D, donc j'analyse le mouvement. Enfin, tu vois, t'as tous ce délire artistique quand même, parce que ton cerveau, tu le fais. Bien sûr, vraiment bien sûr. Faut le savoir. Au niveau la fibre créative, elle est chaude, quoi. Mais t'as tout ce délire il faut aussi dire comment ça marche en prod, en fait. Parce que quand t'arrives, on te dit, toi, tu vas faire du 8 secondes jour. Et j'étais là, d'accord. Ouais. C'est comme ça que ça marche, tu vois. Ouais. La première étape, ça a vraiment été ça. Et vraiment, j'ai fait un test, je suis arrivé le premier jour, on m'a dit, tu fais du 8 secondes jour, voilà. Bienvenue, tu t'assois là, machin. Et donc, t'es là, on fait des quotas. Vraiment, j'étais à ce point. Voilà, j'avais pas on nous avait pas expliqué le délire de quotas. C'est un animateur 3D, tu comprends la base. Et une fois que tu as compris la base, ok, tu es lancé sur le marché de l'industrie, etc. Mais il faut quand même expliquer que la production, elle va te demander que tu fasses quelque chose. Pour elle. Voilà, tu vas pas juste être payé à faire 3 secondes d'animation. Ouais. Les prods, elles vont te demander, même si t'es junior, ils te forment, ils sont compréhensifs. Bien sûr qu'ils vont pas vous jeter parce que vous faites 3 secondes, ils vont essayer de comprendre le problème. Ils sont humains aussi, quand même. C'est pas des machines. Ça dépend des boîtes, mais la plupart sont humaines, rigole pas. La plupart des boîtes sont humaines quand même. Il y en a certaines, c'est vrai que c'est un peu plus craignos, mais. Ouais. Mais voilà, quand vous êtes junior, sachez que voilà, généralement les boîtes vous forment, il y en a certaines qui vous font confiance beaucoup, qui veulent vous garder, ça peut arriver. Quand c'est une prod qui dure longtemps, on peut vous garder longtemps aussi, voilà. Mais ça dépend de tout ça, de tout. C'est un schème en fait. C'est quand vous avez les rouages qui sont bien mis, vous pouvez faire une prod de 6 mois et être formé, avoir la chance de. Moi, c'est la chance que j'ai eue. Je suis resté quasiment 2 ans et demi à Studio Harry avec quelques pauses, mais j'ai eu la chance d'être formé grâce à des mecs qui avaient 10 ans de métier, qui étaient à côté de moi et je les ai bombardés de questions, je les ai fait chier, entre parenthèses, mais je les lâchais pas. En fait. Ouais, mais normal, toi, t'étais là pour apprendre, quoi. Tu voulais en même temps progresser. Voilà. Moi, c'était le savoir. Tu vois. Genre, j'arrivais, je comprenais rien, j'étais en mode, ok, donc Maya, on me disait, fais des motion pass. J'étais là, oui, tout à fait, motion pass, ok, motion pass, j'en avais vu 2, 3. Et tu vois, j'étais pas encore au point, tu vois. Et j'ai vraiment, en 1 an, j'ai pris une pointe de niveau, c'est juste insane, c'est n'importe quoi, vraiment. C'est marrant. J'ai pris un niveau de malade mental. Parce que tous les jours 8 secondes, puis après on a fait du 10, j'avais des caps de 12, 14 sur la chouette, parce que quand tu connais les rigs, quand tu sais, voilà, quand c'est un rig simple que t'as des trucs à faire, tu les connais par cœur, t'as une banque d'animes que tu t'es faite qui est blindé de tous les cas possibles. Donc, t'as une scène, tu dis, ok, ce cas-là, c'est une banque que j'avais, tu l'importes, ok, c'est bon, j'ai gagné 10 secondes. Enfin, tu vois, voilà. D'accord. Ce délire, au bout d'un moment, quand tu fais une banque anime, etc., ça sert aussi à ça. Moi, donc. Sans vergogne, totalement les banques anime. Toi, t'aurais aimé, en tout cas, voilà, qu'on puisse au moins te parler de ça. Oui, voilà. Avant. Ce délire, en fait, c'est plus du réflexe méthodologique de comment tu vas voir une scène, comment tu vas l'analyser déjà, qu'est-ce qui va être le plus rapide à faire, et faut pas te cramer dans certains trucs aussi, parce que parfois tu passes du temps sur des choses totalement futiles, mais tu ne le vois qu'après. Ça pour tout le monde, même les meilleurs. Vraiment, bien sûr. Mais il faut juste parfois prendre du recul, parfois vous sentez que vous êtes en train de vous cramer, ok, tu prends une pause de 10 minutes, tu vas boire un verre d'eau, va respirer de l'air, regarde un peu les nuages, voilà, respire un coup, reviens, boum, ça pète aux yeux, tu le vois, t'es plus tranquille, tu peux le modifier, voilà. Faut pas avoir peur, parfois de revenir sur son taf, vous n'êtes pas des dieux ou des génies d'animation et vous débutez, donc parfois faut revenir sur son taf. Moi-même, le premier, parfois je me crame sur des trucs complètement futiles. Et quand tu perds une demi-heure de taf, tu t'en veux parce que t'es là en mode, j'aurais pu faire ça, c'est plus simple. Ouais, c'est un peu l'effet tête dans le guidon, quoi. Voilà, ouais, non, mais parfois parfois t'as des réflexes qui sont mauvais, mais bon, tu t'en rends pas compte. C'est juste qu'on fait tellement marcher notre cerveau, parce que ça aussi, comprendre le mouvement, voir des références, tu adaptes. Parce que tu passes par un logiciel, c'est pas ce que tu vois, tu vas pas faire exactement parfaitement, donc faut que tu le recopies, faut que tu comprennes. Tout ça, c'est vraiment, faut dire que ça nous crame aussi. Vraiment, c'est très, c'est éreintant de passer aussi une journée, parfois, le taf que j'avais le plus éreintant, mais qui était le meilleur, c'était celui d'anime. Je devais faire des trucs presque réalistes. Et on devait se démerder avec des rigs qui étaient quand même poussés, c'était bien. Et on nous donnait quand même assez de liberté. Et du coup, parfois, on avait des marges qui étaient en motion capture, etc. On pouvait les modifier. Et on pouvait partir assez loin. Et là, vraiment, c'est là que j'ai cramé mon cerveau. Vraiment, au bon sens du terme, parce que j'ai dû apprendre. J'avais pas fait de réalisme depuis longtemps. J'ai dû réapprendre le réalisme, réinterpréter, reprendre des références, bouffer de la panthère, parce qu'il y avait du quadrupède et tout. Donc, j'ai réappris à animer vraiment à l'ancienne, en mode réaliste. Et ça m'a trop fait plaisir, en fait. Vraiment, je perdais mon temps.
je perdais mon temps pour en gagner derrière parce que ce que j'apprenais, c'était fou. Mais c'était hyper complexe. Et là, par contre, le cerveau fumait beaucoup, quoi. Vraiment, c'est quand vous apprenez les choses, dites-vous, mais vous pouvez pas passer une journée entière vraiment à faire que apprendre un truc. Il faut que vous passiez une petite partie de la journée à l'apprendre. Vous le mettez de côté, vous l'appliquez peut-être plusieurs fois dans la journée, mais vous passez pas des journées entières parfois à vous cramer, à essayer d'apprendre des nouveaux trucs. Déjà, comprendre une mécanique sur toute une mécanique, c'est bien. Ne pas essayer d'apprendre tout d'un coup, ça viendra avec le temps. Voilà. Après, le conseil que je peux donner, c'est de faire son œil, essayer de regarder. Parfois, faites-vous des jeux. Vous voyez ça comme un jeu. Vous voyez quelqu'un essayer de savoir, tiens, ça démarche. Richard Williams le fait dans son livre, il en parle beaucoup. Voilà, il voit une tête, il voit le haut et le bas, ou la manière, gauche-droite, haut bas, et il essaie d'analyser, est-ce que plutôt masculin, féminin, comment. Essayez de vous amuser à faire ça, d'essayer de comprendre les gens, de savoir quelles sont leurs attitudes, ça pourra vous aider. Avec le temps, en tout cas, ça va devenir peut-être des réflexes d'œil. Mais justement, toi, pendant ta formation, à quel moment, toi, tu as su que l'animation, c'était fait pour toi, en fait? Vu qu'à la base, tu me parlais, toi, du dessin. Oui, c'est vrai que j'étais parti dessin à la base. Mais l'animation, Harry, Studio Harry, voilà. Dès que j'ai posé mes fesses, même si c'était pas vraiment une série la chouette au début, voilà, je me suis pas dit. Ouais, mais je veux dire, avant même de commencer ton premier emploi, toi, tu t'es posté en tant qu'animateur ou tu allais un peu partout? Ce que j'adorais, c'était vraiment le mouvement. Moi, clairement, je me suis vite rendu compte que ce qui est cool dans l'animation 3D, en plus, c'est que tu peux compacter, faire des smear frames, des trucs, voilà, tu peux exploser des trucs c'est là que vraiment ton délire d'artiste s'exprime, parce que quelquefois, tu fais des trucs là où les gens l'attendent pas, tu mets des smears pour donner une accélération à un truc, ça donne un effet, j'aime bien modifier ça dans la 3D. Voilà. Moi, c'est ce que j'adore, c'est quand j'ai vu Maya, quand j'ai vu qu'on pouvait taper des délires ou faire des smears, faire des squash and stretch. Je suis très toon. Moi, de base, je suis pas vraiment trop réaliste. Mon truc de cœur, c'est le toon. Et du coup, voilà, quand j'ai vu qu'avec Maya, on pouvait faire ça, je me suis dit, c'est trop fou vraiment. Et puis ce délire d'avoir des interpolations, là où j'avais commencé avec Sue, je sais pas si t'as vu Sue, toi. Oui, Sue, ouais, mais là, c'était plus pour la 2D, ouais. Sue, grande, c'est elle qui m'a donné l'envie de faire de l'anime aussi. D'accord. Mais voilà, Sue, voilà, t'avais tout un délire t'avais la 2D, ok, mais il fallait faire du 25 images secondes et tout. Et moi, j'étais un peu en mode, voilà, un poil dans la main au début, en mode, c'est long, et puis pour donner un bon résultat, c'est lourd, ça marche. Ça marche, hein, concrètement, tu fais ton spacing, ton timing, tu divises par deux à chaque fois, t'as ton truc, t'as tes easy in, easy out, tu peux les faire. Mais c'est long. Et Maya, j'avais l'impression d'être juste un magicien, parce que tu comprends un mouvement, tu vas dans le graph editor, tu fais 3 clés, ton translate Y, tu le casses sur les rectilignes, voilà, tu fais ton truc, et t'as un mouvement de balle, alors que t'as rien fait. T'as fait 3 clés, t'as fait un mouvement de balle, alors que ça va te prendre peut-être, allez, au bas mot, 5 minutes pour le faire en 2D, mais là, en 4 secondes, tu l'as fait en 3D. Et du coup, cette liberté, voilà, même de pouvoir tricher, parce que là où je bosse avec Xilham, on est très silhouette, donc on utilise la 3D, mais uniquement pour servir la 2D. Donc, on veut la silhouette avant tout, donc on casse les persos, on fait des fausses perspectives. Et ça aussi, ça marche quand la série le permet, quand t'as pas des coups liés, quand tu peux casser les têtes, etc. Enfin, ça, c'est quand c'est tout, ça se prête à ça, mais on peut pas tout faire après en animation en fonction des rigs, ça peut dépendre. Ok. Mais ouais, voilà. Mais toi, c'est comme ça en tout cas que t'as senti que, toi, c'était l'anime, quoi. C'est ce côté-là où tu pouvais créer du mouvement et en plus, la 3D, tu voyais qu'il y avait une plus grande aisance. C'était vraiment, quand j'ai vu qu'on pouvait faire ça avec le logiciel, même si c'est les débuts vraiment, hein. Moi, j'avais pas un niveau de malade non plus quand je suis sorti de l'IDEM. J'avais un peu cravaché pour refaire mon niveau à la fin, mais c'est vraiment grâce à l'industrie que je suis bien amélioré. D'accord. J'ai même la compréhension du mouvement. Quand t'as les anciens qui t'expliquent, tu vois, là, un jump, ton translate Y sur le graphe, tu fais ça. Et tu dis, ouais, mais je peux faire comme ça. Il fait, non, si t'as ce pattern, déjà, il sera bon de base. Après, tu fais ce que tu veux, mais déjà, garde ce pattern. Et du coup, en apprenant aussi les patterns, je parle aussi beaucoup du graph editor. Il y en a qui vont souffler, mais je sais, hein, ça va faire mal. Le graph editor, au bout d'un moment, voilà, tu isoles ton translate Y, il y a un truc qui couille, tu vois que ton perso il fait ça, c'est forcément le translate Y, tu l'isoles, tu regardes ce qui va pas. C'est des réflexes, c'est des trucs, voilà, vous allez comprendre ça. Et vous pourrez cleaner comme ça des trucs qui cassent parfois, juste avec un peu de bon sens. Et toi, tu penses du coup, comment dire, que c'est mieux de sortir du coup de l'école en étant déjà assez spécialisé vers l'animation 3D ou même un généraliste peut s'en sortir Le problème, c'est que généraliste, du coup, t'as un niveau moyen partout. Et c'est souvent ça, voire un peu léger, tu vois, quand tu sors d'école. Alors que se spécialiser, généralement, ça permet au moins de trouver un premier taf, de donner envie à la boîte, pourquoi pas de te former, etc. Et au pire, après, il y a des boîtes qui donnent pas mal l'opportunité de passer sur autre chose, hein, moi, plein de fois. Enfin, du moment où on m'a fait passer sur du layout, etc. D'accord. Donc, j'ai déjà fait un petit peu, tu vois, des trucs différents. Je fais beaucoup d'animes, mais parfois, les boîtes peuvent vous faire changer de rôle. Littéralement, si vous en demandez l'envie. J'avais un pote qui était assistant réel, il a demandé à passer réel, il est passé réel. On lui a fait une formation, etc. Donc, faut pas avoir peur non plus parfois de demander. Tu commences un peu bas, mais tu vois comment ça se passe. Ça peut arriver parfois, pas toutes les boîtes encore. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que voilà, c'est pas parce qu'on commence à aller vers un axe qu'on va s'enfermer dedans en fait pour toute la vie.
Complètement. Par contre, faut aussi, si vous voyez que la boîte elle est ouverte à ça, n'hésitez pas à en parler. Ouais. Parce que même si vous êtes animateur, ah ouais, tu veux faire assistant réel, t'es sûr que tu peux le porter, ouais, t'inquiète. Si vous êtes vraiment motivé, vous le montrez. Puis, enfin, si vous aiment bien, si vous faites du bon taf, pourquoi pas. Mais c'est pas toutes les boîtes encore une fois. Bien sûr, c'est sûr. C'est les bonnes boîtes. T'en as qui sont encore très généralistes. C'est pour ça que je te posais la question, parce que elle, même encore en deuxième année, ça reste très global. Très global, tu vas en parler de généralement, la première année, elle est là pour te goupiller, justement. Si tu traces un chemin, il faut passer la première année à visiter vraiment plus de choses pour savoir vers où tu veux te diriger. Et quand même laisser une opportunité d'exit. C'est-à-dire que tu laisses au moins jusqu'au début de la première année, la moitié de la première année, pour vraiment, s'il doit se rétracter, histoire de laisser quand même changer si vraiment il voit que c'est pas fait pour lui. C'est ça. Pour elle, enfin, voilà. Mais, c'est important parce que quand c'est trop généraliste en fait t'arrives avec un nouveau moyen un peu partout et c'est vrai que les boîtes ça a l'air refroidi en fait parce qu'elles se disent un junior qui est bon déjà de base il fera plus de secondes tu vois c'est puis même pour l'élève en fait. Je suis désolé pour les élèves mais... pour l'élève ça sera compliqué quoi parce que lui il va avoir la pression de devoir être bon partout quand il va devoir faire ses cours faut que je rende un bon truc en 3D faut que je rende un bon truc en 2D faut que je rende un bon truc en texturing en lighting. À un moment, tu peux pas, en fait. C'est juste impossible. Oui, voilà, tu peux pas faire bon partout. Enfin, c'est pas des surdoués, et c'est aussi des gens, moi, j'essaie d'être terre à terre parfois et de me dire, ouais, parfois les étudiants, c'est chaud le niveau et tout. Et je me dis, mais attends, mais à l'époque, moi, si je sors mes tables des premières années, enfin, t'apprends, en fait, tu comprends rien au début parce que si tu pars de vierge, en fait. Ouais. Bon, donc, je suis dans le milieu, il y a pas de souci, j'ai une énorme base. Du coup, oui, c'est cool. Sur une base solide, évidemment, tu fais piller, c'est réglé, quoi. Tu fais un petit étage mais quand t'as même pas ta base. Enfin voilà, c'est ça que je me dis aussi, ils sont en train de créer leur base. Donc c'est bien d'être généraliste aussi parce que dans le sens où être généraliste c'est bien la première ou deuxième année max, mais parce que au moins tu dois comprendre comment marche une production. Et dans quel sens toi, où est-ce que tu vas être déjà dans ta production. Savoir aussi déjà si tu veux avoir un confort de vie, fais gaffe, la post-production c'est compliqué. Non, je rigole. Mais voilà, je dis quand t'es en post-production, t'es à la fin de la chaîne. Donc généralement c'est au post-prodeur qu'on demande de faire le plus d'heures. Un truc logique par exemple. Voilà. Mais la production ça va prendre en compte tout ce qui est animation, etc. Bien sûr. Tout ce qui est traitement et compo, et pré-production, tout ce qui est mise en place, layout, storyboard, histoire, props, création, etc. Mais il faut qu'ils sachent où est-ce qu'ils se placent. Bon là c'est de l'animation, donc ça va, ils sont en production, donc ils sont au milieu, c'est parfait. Vraiment, on est quasiment les mieux posés. T'es entre deux, s'il y a des plus ou des moins, c'est pas grave, tu le ressens pas trop, parce qu'une fois que l'animation est terminée, il reste quelques mois encore à la poste, et puis voilà. Donc c'est quand même un métier cool pour ça. Et parce que c'est un métier aussi qui fait partie, je ne sais dire pourquoi, des mieux payés. Animateurs, c'est vrai que pour la production, voilà, pour moi, tous les trucs dans la production, enfin, tous les rôles dans la production sont importants. Mais c'est vrai qu'animateur, on est mieux payé que les autres. Donc toi, tu l'as quand même ressenti ça dans toi là où t'as pu aller que ça peut rester quand même avantageux d'être animateur versus quoi, un modélisateur 3D, Mais après, encore une fois, si tu kiffes à fond la modélisation et que tu veux vraiment partir là-dedans, que voilà, ça dépend vraiment de où est-ce que tu veux te diriger. L'animation, c'est quand même assez complexe, malgré tout. C'est un milieu artistique où voilà, faut que tu comprennes du mouvement, faut que tu interprètes à chaque fois, mais pas que aussi. Il faut que tu t'éformes, faut que parfois c'est toute ta vie et tu vas passer ta vie quand même, quand tu vas être animateur à ça. Donc il faut que les gens comprennent, ou les élèves comprennent que ils se dirigent vers une voie bien particulière et qu'il faut qu'ils aillent. Enfin, soit ils vont jusqu'au bout, soit il faut qu'ils arrêtent maintenant. Mais et j'espère pour eux qu'ils se rendront pas compte qu'ils sont pas faits pour être animateurs après quelques années. Mais le taf peut être dur, mais c'est que du plaisir en vrai, parce que même si la série, voilà, parfois c'est pas des trucs de fou, etc. Malgré tout, moi je pars toujours du principe que même si une série elle est mauvaise ou qu'elle est pas ouf, je me dis ouais, mais je vais essayer de faire le max, tu vois, parce que je suis animateur et que je peux, tu vois, faire de la bonne qualité. Et je suis très perfectionniste là-dessus. Et c'est ce qui a fait que heureusement j'ai toujours trouvé du taf encore en Angoulême depuis mon premier taf. Je tourne un peu autour des prods parce que j'ai un petit nom entre parenthèses, j'ai des potes juste qui sont à droite à gauche et qui peuvent me faire rentrer, et vu que je fais du bon taf, forcément de fil en aiguille on garde des contacts et ça aide. Et justement là en ce moment ça devient un peu à la mode que les écoles proposent des masters où tu vas pouvoir avoir 2 ans supplémentaires pour ta spécialisation. Toi, qu'est-ce que t'en penses des masters? C'est bien et c'est moins bien dans le sens où soit tu fais du condensé sur 3, allez, tu peux aller sur 4 parce que les années SP, nous on parlait de 4 ans à l'époque, mais déjà 3 ans la dernière, si tu sais ce que tu veux faire, c'est cool. Mais ça veut dire aussi 2 ans où tu payes plus. Et ça, pour parfois des étudiants qui font des prêts, c'est un peu moins cool parce que payer 4 ans quand c'est 6 000 € l'année,
Ouais. 24 000 balles, ça fait un peu plus mal, voilà, enfin que 18 000 balles. Enfin voilà, c'est juste une question de sous. Je pense qu'un étudiant ou quelqu'un qui a de quoi tenir les 3 ans d'études, s'il est chez ses parents ou quoi, c'est plus intéressant que les 4-5 ans parce que ça va faire débourser plus s'il est prêt à faire de l'intensif. C'est ça aussi, parce que parfois il y en a qui font 2 jobs en même temps. Parfois, même, je me souviens à l'IDEM, il y en avait qui bossaient à côté et qui faisaient l'IDEM et c'était vraiment intenable, c'était très très chaud. Donc pour ces gens-là, plus d'années c'est mieux, mais d'un côté c'est plus cher, tu vois. Donc ça veut dire que ton crédit il va prendre plus cher, tu vois. Donc voilà, c'est aussi le délire de, je trouve, les écoles. Ah, c'est cher, hein, c'est vrai. Bon, après c'est juste un avis perso, hein, vraiment, il y a pas de, je peux rien tisser autour de quoi que ce soit, mais je trouve ça un peu cher. Bon. Mais après il faut rentabiliser parce qu'il y a tellement de gens qui sont lâchés sur le marché de l'animation et de la production en général maintenant, beaucoup plus démocratisé qu'à l'époque. Même je dirais même quand moi je suis rentré à l'IDEM, c'était un peu les prémices, c'était un peu, on était à la moitié de, ça commençait à faire le boom, tu vois. Ouais. Il y avait quelques écoles mais pas autant, et là actuellement il y en a tellement et c'est pas du tout négatif en fait, parce que tant mieux, enfin du 109 ça veut dire aussi une nouvelle vision, etc. Dans le domaine il y a peut-être des surdoués, des gens qui vont révolutionner, tu vois, l'animation. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'on est énormément sur le marché du travail. Et du coup, ça veut dire que c'est dur pour des gens qui n'ont pas les contacts. Parce que c'est ça, quand vous bossez depuis des années comme moi, enfin, depuis 5 ans, j'ai déjà 2-3 contacts. Et ça permet de trouver un peu de taf. Pour les gens qui sont juniors ou qui n'ont pas d'expérience encore, c'est très très dur de rentrer juste dans la pub de contact ou de rentrer dans une boîte et ensuite vous tisserez des contacts. Il y a des soirées pour ça. Enfin voilà, vous verrez, vous vivez quoi sur place après. Voilà, vous essayez quoi. Et donc voilà, avoir des contacts c'est un peu plus avantageux et du coup c'est dur quand t'es étudiant, c'est vrai, ça peut même décourager beaucoup. Parfois il n'y a pas de réponse, etc. Moi je relançais, même parfois j'appelais. Pour Studio Harry, je suis allé sur place. J'ai montré que j'en voulais, tu vois. Voilà, ne pas hésiter si vous voyez une boîte qui vous plaît. Bon, c'est un peu risqué parce que ça peut valoir cher, mais d'aller sur place si vous voyez que ça peut être positif et que vous avez peut-être un job à la clé, allez sur place, allez voir les gens, montrer que vous en voulez de ouf en fait. Si c'est vraiment ce que vous voulez faire dans votre vie, n'ayez même pas peur. Je dirais pas de vous livrer, mais dites aux gens, bon, c'est ma passion. Voilà, c'est pas surexagéré, ne suractez pas non plus, mais dites voilà clairement si c'est vraiment ce qui vous plaît et que c'est ce que vous voulez faire dans votre vie, soyez juste naturel, dites-le. Ouais, donc ça peut valoir le coup de se dire ok, moi je me donne à fond, même si j'ai fait que 3 ans, j'ai mon bachelor, bah ok, allez je fonce, j'ai pas forcément. Mais parce que les débuts c'est là où vous allez le plus apprendre en fait. La fin des études c'est pas le début de la vie professionnelle, c'est le début de l'apprentissage. Voilà, c'est ça, parce que la fin des études, ce que vous savez, c'est encore rien, parce que le professionnel, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous apprend dans les écoles, parce que dans les écoles, on ne fait pas du professionnel, tout simplement, on vous paye pas, vous n'êtes pas un technicien, entre parenthèses, de l'animation. Donc voilà, il y a ces 2 mondes complètement différents. C'est pour ça que je dis, parler de la prod, c'est cool aussi, et pas négativement, parce que c'est des expériences fantastiques. Franchement, moi, je suis pas corporate de base, hein, mais j'aime beaucoup ce délire de les sociétés, voilà, elles prennent soin aussi de leurs employés. Parfois, tu as la chance de voir des sociétés qui font gaffe en fait, tout simplement, qui font vivre le truc, qui font des petits apéros à droite à gauche pour voilà, il y a la DRH qui fait son taf, etc. Ça fait plaisir à voir. Parfois ce sera un peu moins cool, ça peut arriver aussi de tomber sur des boîtes de merde, hein, voilà, disons-le. Ça peut arriver, mais il faut pas se décourager en fait, faut essayer de trouver la bonne, etc. et de filer en aiguille. Si tu fais ton expérience, si tu arrives à trouver la bonne boîte qui peut te pêcher, voilà, ça peut être cool, mais toujours tirer du positif, voilà. Toutes les expériences, tout ce que tu apprends, toutes les petites scènes d'animation que tu fais, etc., c'est de l'expérience en plus que tu gagnes, et c'est des réflexes, c'est de la méthodo, tu gagnes du temps, et et au fur et à mesure, tu monteras ton niveau comme ça, mais il faut de l'expérience. Et alors, est-ce que tu penses que par exemple, parce que souvent les étudiants vont se dire, bon, je suis dans l'école, même s'ils commencent à avoir déjà peut-être des premières offres d'emploi, des trucs comme ça, ils vont se dire, bon, est-ce qu'il faut pas quand même que j'attende de finir ma 3e année pour avoir mon diplôme avant de commencer? Est-ce que le diplôme pour toi a vraiment une valeur? Non, pas du tout en fait. Hein. Je vais être franc, absolument pas. Votre diplôme vaut que dalle. Enfin, du moins en France, quoi. Quelque chose. Oui et non en fait. Oui et non parce que. Fin d'études. Ouais, film de fin d'études. Mais par exemple ton pote qui fait de la stop-mo. Il a pas de diplôme lui. Ouais, mais lui il vient à Los Angeles. Oui, non mais voilà, il a un niveau de fou. Et lui il a appris tout seul. Donc voilà, en fait c'est juste histoire de dire. Et on parle pas de surdoués, on parle juste de gens qui sont ultra motivés de ouf, qui ont appris de zéro, qui ont que dalle en termes de notion d'école et quoi que ce soit, et qui arrivent sur le marché du travail parce qu'ils sont doués tout simplement et qu'ils arrivent à comprendre ça à force de faire eux-mêmes. Donc maintenant aujourd'hui on peut arriver à ce niveau si on est très très bien méthodique. Faut être très méthodique et il faut se gérer soi-même, et ça c'est dur quand tu sors d'école, etc., quand tu sors du lycée même et que tu veux faire ça direct, tu te gères pas encore. T'es encore tu sors pour moi, voilà, 18-20 ans, tu ne gères pas encore à fond, tu vois. Certains oui, mais d'autres non, c'est un peu plus difficile. Donc il faut un peu de temps. Ok. Il faut un peu de temps. Et non, et voilà. Ok. Non, parce que tu vois, il y en a qui disent que par exemple le diplôme va être important
pour aller voyager, travailler à l'étranger, parce qu'ils peuvent te demander. Alors, oui, ça aussi, oui, effectivement. Il y a des écoles qui, comme l'IDEM, faisaient des partenariats ou ouvraient d'autres écoles à d'autres endroits, et du coup, on avait un transit où on pouvait nous choisir, où l'école demandait. On faisait des semaines à Barcelone, et l'IDEM Barcelona venait à l'IDEM Perpignan. Et ça, je trouvais ça d'ailleurs plutôt cool, parce qu'on voit deux facettes. Voir un autre pays aussi, c'est ultra cool, et puis ça attise la curiosité, quoi. Vous renseignez sur les coutumes, etc. Donc c'est plutôt cool. Et ça peut être positif pour les écoles si tu as un point ailleurs et qu'elles te proposent, comme l'IDEM, c'est un des points positifs de voyager ou d'aller dans une autre école. Ouais. Mais sinon, quoi qu'il arrive, je veux dire. Même sans diplôme, en fait, tu peux y aller, quoi. Même sans diplôme, mais si tu es motivé et que tu as le niveau, il n'y a pas de problème, en fait. Le PVT, tu le trouveras. Enfin, tu vois, après, c'est pas en claquant des doigts que tu l'as ton PVT, évidemment, mais si tu as la chance d'avoir un PVT et que tu n'as pas forcément de diplôme, mais qu'on te dit, mais mec, tu as un niveau d'anime de ouf, vas-y, viens, écoute, la boîte derrière, elle va dire, vas-y pour le PVT, ok, nous on le valide. C'est l'important, c'est ce que la boîte a dit, en fait, c'est pas d'avoir ton diplôme et ton petit papier, tu vois, je viens de machin, j'ai eu mon bac +3 à animation, on s'en fout, en fait. Si toi t'es bon et que de toute façon t'as déjà une vision et que t'as déjà, un prérequis à ça, pourquoi avoir besoin d'un papier? Enfin, en tout cas, l'industrie n'a pas besoin forcément. Après, c'est vrai que l'industrie utilise beaucoup les écoles pour avoir déjà de quoi piocher, parce que c'est vrai qu'en sortie d'école, il y a des gens assez doués, etc., et c'est cool de les mettre sur des prods parce que déjà on les développe, et en plus de ça, ça leur apprend le taf. Donc c'est à double utilité. Ouais. Ok. Donc voilà, c'est plutôt cool. Mais voilà, en fait, je dirais que les deux se valent, en fait. Ça dépend de ce que tu veux faire. Tu peux y arriver en indépendant, je pense, si tu es par contre, beaucoup plus motivé, parce que c'est vrai que l'aspect financier est quand même plus agréable, on va dire, d'avoir une école, d'avoir un encadrement, etc., quand on a besoin. C'est aussi un luxe, du coup, que tu payes, parce que tu as un encadrement qui est là spécialisé pour toi. Là, je parle de quelqu'un qui sort de lycée, qui veut lui-même faire de l'autodidacte. Ça reste compliqué, c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Si vous comprenez pas le fond, ça va être compliqué de comprendre la forme, etc. Si vous partez de rien, en fait, vous n'avez pas de base. Donc les écoles sont là aussi pour donner des bases, au moins d'enseignement classique, mais au moins vous avez des bases. C'est ces bases-là après que vous allez développer. Mais les bases sont importantes. Et les écoles, c'est vrai qu'elles les donnent, les bases. Mais du coup, c'est plutôt cool. Toi, durant justement ta formation pendant l'école, ou même là, même si c'était encadré, tu vas quand même des fois passer par des moments compliqués. Là, par exemple, on le voit avec le Covid. Bon, là, c'est un cas spécial, mais on voit beaucoup d'élèves qui sont en PLS. Est-ce que toi, durant en fait ta formation, tu es aussi passé par des cas de burn-out, de déprime, mais comment tu les as gérés complètement. Ah ouais, j'ai fait un burn-out complet. D'ailleurs, mes camarades de classe vont te le dire. J'ai fait un burn-out à l'époque, c'était seconde année ou troisième année, je crois. Parce que ça allait pas du tout, parce que encore une fois, on gamait trop. je gamais trop, voilà, faut l'avouer. Et que tout simplement j'ai perdu mon temps, ma fatigue, parce que du coup je bossais, j'ai rattrapé mais sur mes heures de sommeil, et ça a été un cercle vicieux en fait. À partir du moment où vous piétinez votre sommeil, vous pensez que vous pouvez le faire, vous le faites, y a pas de problème, mais c'est votre santé morale et physique qui prend cher en fait. Donc, donc du coup, il faut faire attention avec ça. Et je me suis burné en fait deuxième année, je crois que c'était, et où j'ai pété les plombs en fait. Je me souviens plus, mais je crois que j'avais insulté la prof d'anglais. Enfin, ça allait pas du tout. Et du coup, effectivement, la santé physique et morale m'a fait partir trop loin. Donc non, ne faites pas ça avec votre sommeil, s'il vous plaît. Au pire, tant pis, soyez méthodiques, faites vos cours ou vos leçons, et après juste un petit peu de Twitch ou de game, mais évitez de trop bouffer votre sommeil sérieusement, parce que ça va être votre pire ennemi pour l'apprentissage. Et ouais, voilà, enfin j'ai fait un petit burn en clair. Mais toi, comment t'as fait après pour calmer ça, quoi? T'es allé Pour calmer ça, je suis allé voir mon médecin à l'époque. Ça va pas, machin. Bon, après, je vais pas, c'est perso, mais j'ai mis en place un truc avec mon médecin, etc. Pas, ne vous inquiétez pas de Valium ni quoi que ce soit, pas d'antidépresseur, non, on a fait ça, c'est bien. Mais du coup, voilà, en parler, expliquer, c'était quelqu'un d'assez de confiance qui a pu me guider. Faut pas avoir peur. Si vous en parlez à vos parents, ils sont pas ouverts, c'est pas grave, trouvez un professionnel, allez voir le médecin de famille. Vous le prenez entre les quatre yeux et puis vous lui dites bon voilà, ça va pas, machin, je sais ça, je fais une école, je fais tout. N'ayez pas peur d'en parler parfois, c'est bien d'avoir l'avis de quelqu'un. Et du coup ça allait mieux après, troisième année après, Christine m'a botté le cul, et puis c'est reparti. Et puis après c'est reparti. Moi en fait fallait juste j'étais un peu un petit con à l'époque, mais fallait juste me booster et me mettre un peu la pression, et Christine a su le faire, et aujourd'hui bien qu'on était un peu enfin à l'époque sur mes dernières années, je la remercie franchement, je peux la remercier parce qu'elle a été là au moment où il fallait me donner un coup de pied. Parce que parfois, voilà, on se perd aussi parfois, et parfois le quotidien d'apprendre, et c'est votre troisième année, machin, parfois vous décrochez. Ça peut arriver parfois, à force d'avoir toujours une même rengaine, vous décrochez un peu. Essayez de vous dire à ce moment-là, non mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Reposez-vous les questions, et si c'est vraiment ce que vous voulez faire, refoncez, quoi. Parce que vous pouvez vraiment perdre une formation c'est la chance de votre vie parfois, et vous pouvez la perdre sur juste de la merde. C'est clair. Vous pouvez juste, sur des petits trucs en mode je game trop, je fais pourquoi pas ça ce soir, voilà, faire attention.
soyez sérieux pour vos études. Après, c'est pas grave. Quand vous aurez votre taf, vous pourrez faire ce que vous voulez de vos week-ends et vous serez libre. Bon, mais attention. Mais alors justement, en tant qu'étudiant, voilà, tu peux faire la fête aussi, évidemment. C'est le moment où tu fais plus la fête quand t'es étudiant, mais faire gaffe quand même. Mais justement, alors là, t'as balancé plein de conseils. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à rajouter à ton toi du passé s'il devait de nouveau réattaquer les études, quoi? Alors, si mon moi du passé, genre là, il se dit, ok, vas-y, je vais attaquer l'animation 3D, je veux faire mes études. Toi là, tu vas venir lui taper à l'épaule, tu vas dire, oh là, attends. Je pense que je lui ferai le classique vous n'êtes pas prêt de Illidan, tu vois, classique, parce que à mon avis le moi de l'époque est en train de jouer à WoW. Ouais. Mais ouais, je lui dirais vous n'êtes pas prêt, clairement. Je pense que je lui ferai un topo sur c'est pas le monde que tu penses, gros, en fait. Non, Ouais. voilà. Après, une fois la désillusion passée, en vrai, quand t'arrives à avoir le niveau, quand tu es passionné, etc., et que ça coule, c'est cool. Voilà. Ouais. Quand t'arrives à, voilà, après, j'ai eu de la chance, hein, je suis motivé, etc., c'est vraiment ma passion, c'est mon taf. Je suis un acharné, et je suis un peu perfectionniste, j'ai de la chance de ça, justement, de pas lâcher trop, tu vois, de pas Ouais. m'en dégoûter. Mais parfois, j'en suis un peu dégoûté, quand même. Ça peut arriver parfois d'avoir un ras-le-bol, mais ça, c'est normal. On nous demande beaucoup, hein, sachez-le, voilà, vous êtes animateur, vous passez votre temps 24h/24 qu'à ça, enfin 5 jours sur 7 si vous êtes animateur. Donc c'est normal parfois d'en avoir juste le ras-le-bol. Bah ouais, normal. C'est normal. Et c'est normal de pas animer quand vous rentrez chez vous. C'est Ouais. normal moi, pendant 2 ans, j'ai pas touché Maya personnellement après avoir taffé, en fait, parce que j'ai passé 2 ans à taffer. Donc j'en voyais tous les jours. J'ai pas fait de boulot perso parce que j'étais tellement saturé, en fait, de bosser sur Maya que j'arrivais plus à produire sur Maya. Il y a que quand j'étais sans taf et que je me refaisais des petites démos reels ou des exercices et que je me motivais, que là vraiment l'envie d'animer me faisait kiffer, tu vois. Et que je reprenais goût vraiment en mode qu'est-ce que je vais faire comme mouvement, je vais faire ça, machin. J'ai eu le diplôme et s'en est enchaîné ensuite 1 an et demi de trou où j'ai eu un petit contrat freelance vite fait pour une petite boîte dans le Languedoc-Roussillon, etc., une petite animation. Et après 1 an et demi, un peu de vide où il n'y avait pas beaucoup de réponses, etc. C'est vraiment dur quand t'as pas de contact et que t'arrives sur le milieu du travail, quand tu sais pas où toquer, en fait. Même quand tu toques, vu que personne te connaît, voilà, ça marche beaucoup au contact de je connais un tel qui connaît un tel qui a déjà bossé. Donc quand t'arrives là-dedans, en fait, t'es un peu un mec qui se fait une place déjà dans une foule un peu serrée. Et c'est vrai que pendant pas des années, mais pendant 1 an, j'ai pas eu beaucoup de réponses, quoi. Et au bout d'1 an, 1 an et demi, c'est ça qui a été dur. Les 6 mois qui restaient, j'ai eu 2-3 réponses, dont celui de Harry. Et je me suis dit, vas-y, je m'en fiche, let's go. J'ai payé le billet, je suis allé faire le test. Et ça a été positif. Et c'était où, Harry? À Angoulême, c'est ça? Et c'est Angoulême, ouais. D'accord. Actuellement. Ok. Ouais, donc t'as quand même tenu le coup pendant 1 an et demi, t'as pas lâché l'affaire. Ouais, j'ai eu ce petit contrat freelance, il est tombé genre 2 mois après. J'étais avec un pote, avec Vincent, à l'époque, qui était dans ma classe. On a fait ça à 2, d'ailleurs, c'était ultra cool. Merci à lui. Sans lui, j'aurais jamais pu faire le contrat. Et du coup, on s'est démerdé et tout. On a fait ça vraiment en mode, vas-y, let's go pour les contrats et tout. Tu vois, t'es trop content. Tu dis, vas-y, c'est bon. Enfin, je vais pouvoir faire ma passion, parce que voilà, l'animation, je vais pouvoir en vivre, c'est ouf. Tu vois. Même pas 3 mois après être sorti de l'école. Et en fait, voilà, c'était un contrat cool, mais voilà, il y a eu que ça. Et c'est vrai que dans le Languedoc, tout ça, c'était un peu dur. Il faut l'avouer, c'est pas ouf. Ouais, c'est sûr que dans le sud, c'est pas non plus hyper développé. Mais oui, voilà, ça pourrait être développé, mais pour l'instant, il y a quelques trucs, mais c'est encore des balbutiements, tu vois. Ouais. Là où tu vois que Angoulême, c'est vraiment plus riche. C'est on appelle ça le second Paris, un peu en quelque sorte, chez les animateurs, parce que avec des boîtes comme Lyon, mais plus dans le jeu vidéo, mais voilà, Angoulême, il y a beaucoup de boîtes d'animation 2D et 3D, en fait, et pas autant qu'à Paris. Je crois qu'à Paris, il y en a quand même plus, mais il y en a beaucoup, quoi. Et du coup, c'est une petite sous-base, en fait, où tu peux placer. Il y a beaucoup de boîtes qui ont leur maison mère à Paris et qui font une seconde boîte, généralement aussi intramuros à Angoulême. Et du coup, c'est cool parce que tu as deux boîtes et tu as 2 nœuds, en fait, centraux d'animation. Et c'est vrai que c'est 2 mondes vraiment où tu peux trouver du taf. C'est vraiment Paris et Angoulême. En tout cas, dans l'animation, moi, je trouve ça cool parce que quand t'es bien, en plus, Angoulême, t'es posé. C'est moins cher que Paris. Ouais, clairement. Donc pour le lieu de vie, en fait, vous êtes un peu loin de tout, certes, mais c'est cool, hein. Franchement. Ouais, et puis là-bas, je crois que c'est là-bas qu'il y a le festival de la BD aussi. Donc pour les fanats de BD. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et du coup, c'est ce qui a fait aussi que je surkiffe cette ville. C'est que, en fait, je suis fan de BD et j'ai fait le festival de la BD tous les ans. Donc voilà. Pour moi, c'est double cartouche, donc je ne bouge pas. Non, mais voilà, ouais, c'était un peu, ça peut être un peu difficile au début, et surtout on en parlera à la fin du coup de comment ça se passe, la bulle animation et métier de prod actuellement avec le Covid, c'est hyper compliqué. Faut pas non plus être défaitiste envers les gens qui sortent d'école, mais il faut quand même être réaliste et leur expliquer un petit peu que c'est compliqué. Ouais. Et on verra ça à la fin. Mais justement, ouais, voilà, ça va être vraiment leur donner des clés. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec ton profil, c'est que tu vois, il y a certaines personnes qui se demandent si en arrivant dans l'animation, ils sont pas déjà en retard par rapport à d'autres. Et tu vois, je veux dire, toi, tu es quand même arrivé assez tard dans les études.
mais c'est pas pour autant que tu as pas pu te battre et trouver derrière maintenant un taf, quoi. Ouais, Donc, ça a été vraiment je peux dire que ça a été vraiment une chance, hein. Sur le coup, si Studio Harry m'avait pas répondu, c'était vraiment un peu le délai où je me dis, bon, allez, j'y vais, et si ça donne rien, là, bon, je pense à une reconversion, quoi. Ouais. Et du coup, je me souviens que j'avais fait un dîner avec des gens de la boîte, et j'avais un peu insisté pas à la limite d'être lourd, mais je leur avais dit, vous savez, là, le test que j'ai passé, c'est un peu la seule chance que j'ai de pas retourner serveur, tu vois. Sur le ton de la rigolade, tu vois, c'était un peu léger, mais c'était une manière de dire, vraiment, là, c'est ma seule chance, quoi. Vraiment, je veux m'en sortir, je veux faire de l'anime, quoi. Ouais. Ils m'ont pris aussi un peu en partie pour ça. J'ai appris plus tard, un des leads m'a dit, bon, on voulait te donner ta chance, t'avais l'air motivé, et du coup, en plus, je voulais sortir. C'est super important, hein. C'est con, mais quelqu'un qui montre qu'il a vraiment l'écrou. Ouais, mais moi, c'était en fait, j'aurais dit, là, c'est ma seule chance de trouver un taf dans l'anime, ça fait 1 an que j'ai rien. J'aurais dit, je suis un acharné. J'aurais dit vraiment, je veux trop ce taf, quoi. Clairement, je veux trop ce taf. Et même si mon test, en plus, ça faut le dire aussi aux élèves, mon test n'était pas le meilleur, hein. Apparemment, le lead, quand je suis sorti, je lui ai dit, sois franc, etc. Il m'a dit, t'es pas le meilleur, quoi. T'es pas le plus ouf, mais on va voir, t'inquiète pas, on te rappelle. Et moi, j'étais un peu dépité. Mais en fait, c'est juste, je pense, la motivation qui a fait qu'ils m'ont pris, en fait, parce que ils avaient peut-être un mec meilleur, mais là, ils se sont dit, peut-être lui, on peut le garder plusieurs années, parce que ça a l'air d'être un junior. En plus, on en parlera plus tard aussi. C'est-à-dire que un junior dans une boîte, ça a plus d'impact, parfois, que les seniors. Enfin bref. C'est plus dans la logique de boulot, mais. Ok. Mais ouais, voilà. Ok. C'était cool. Ok. Et alors, du coup, t'as parlé là de tes expériences, donc quand t'es sorti de l'école, c'était pas facile, donc t'as eu ton premier freelance, t'as eu ensuite donc une période un peu une petite traversée du désert, quoi. Exactement. Si on peut appeler ça comme ça. Ouais, exactement. C'était vraiment une traversée du désert. Quel conseil maintenant tu pourrais donner pour quelqu'un qui veut trouver un premier boulot en fait en sortant d'école par rapport suite à ça? Après, le problème, c'est le contexte. C'est que je pourrais donner des conseils généraux, mais vu le contexte actuel, c'est compliqué avec le Covid et tout. Ouais. En conseil, en vrai, des conseils classiques, mais qui marchent. Les trucs de Chauville, moins de 2 minutes, c'est vrai que ça marche parce que si c'est condensé, c'est bien, mais ça veut pas dire non plus que vous devez faire des trucs de 30 secondes. Si vous vous sentez de faire un montage sympa, que vous avez des bonnes animes et que vous voulez faire 2 minutes, faites 2 minutes, c'est pas non plus primordial. Des petits trucs comme ça, le fait de pas survendre non plus, ça, attention, à pas se survendre trop, pas trop en tout cas, parce que la survente maintenant c'est passé classique, tout le monde se survend. Mais qu'est-ce que tu veux dire par survente? Genre quoi, je suis le meilleur, je suis un expert dans ça. Genre Maya. Je disais quoi à l'époque? Je faisais After Effects, Maya et en animation et Max. Ouais. Alors que je bossais que sur Maya, tu vois. Enfin, d'accord. On m'aurait demandé Max, j'aurais jamais. Enfin, Max Maya, c'est quand même similaire. Mais voilà, je serais passé sur After Effects, j'aurais été what the fuck, tu vois. Genre, je suis obligé de me former en 2 jours en fait. Donc voilà. Donc, faut pas se survendre parce que parfois, si vous chopez un job, eh ben boum, vous êtes obligé de le refuser parce que non, c'est pas sur c'est ce sur quoi je me suis survendu en fait. Ouais. Donc faites attention, genre voilà, English, yes, correct. Le mec il va vous lâcher une phrase en plein milieu de l'entretien, vous êtes là en mode yes, very good. of course. Non, ne faites pas ça. Donc dites little, voilà, en English, correct, voilà, ou basique, mais vous mettez basique, c'est bien. Si vous maîtrisez pas l'anglais, parce que si vous mettez correct, les mecs parfois, ça peut arriver qu'ils vous lâchent. Voilà, ça c'est ces petits trucs qui me sont. Ouais, non, mais c'est important, hein, c'est important. Hein. Il y en a qui rigolent derrière. Mais oui, c'était notamment, ça m'arrivait à. Je crois que c'était pour justement Annecy. Ouais. J'étais fait pris en embauche et que j'avais une petite carte et que j'avais fait la connerie de dire correct et que le mec m'avait lâché justement un entretien en anglais et que j'avais bégayé de ouf et que j'avais compris 2-3 trucs et au final pour que le mec me dise yes, thank you very much, on se verra plus tard, voilà, tu vois, on te rappelle. Ouais. Calling, ok. Je n'ai rien compris, mais j'ai pas été engagé en tout cas. Je pense que le mec a très vite compris la supercherie. Ouais. Et voilà, ne pas se survendre trop en tout cas. Okay. Ça peut vous valoir un job, si vous êtes motivé, ça peut être cool, mais rajoutez pas des trucs au CV, quoi, ça sert à rien. Et même les lettres de motivation, est-ce que ça c'est encore utile? Lettres de motivation, oui, mais c'est quasiment pas lu, quoi. Donc soyons francs. Hein. Si vous avez, imaginez juste les recruteurs qui sont blindés, imaginez tous les gens qui sortent d'école par an, tout ce qui est distribué parmi les boîtes principales. Je veux dire boîtes principales, je prends Xylam entre autres, mais voilà, Studio Harry aussi, il y a d'autres boîtes à Angoulême, Blue Spirit, etc. Le nombre de mails qu'ils reçoivent, en fait, on peut pas non plus leur en vouloir qu'ils soient noyés dans la masse, en fait, et dans la masse. C'est que ils peuvent pas répondre à tout. Et généralement, les lettres de motivation, c'est long. C'est voilà. Pour la DRH, s'il y a 400 candidatures et 400 lettres de motivation, c'est hyper compliqué. Mais par contre, faire un bref topo de vous faites un pitch de quelques lignes, ça peut être plus efficace et impactant que lâcher un gros pavé de 45 lignes qui de toute façon ne sera pas lu quand il sera ouvert. Donc voilà, petit speech. Limite, vous envoyez votre showreel avec un speech dessus. Voilà, ça peut être efficace. Vous présentez. De toute façon, il va y avoir des présentations, hein, si quelqu'un veut vous enrôler ou pas. Donc là, vous présenter, mais un petit pitch, tu vois. Donc ouais, quelques lignes, ça marche super bien. La vraie manière de se démarquer, de toute façon, ce sera avec la démo reel, quoi. Il y a pas une démo reel, ouais, grave. Il y a pas des petites astuces là pour sortir du lot. Mais après, c'est les contacts, quoi.
Ouais. Et c'est ça le problème. C'est le réseau. Dans l'industrie, c'est normal. Le réseau, vous allez tisser avec des gens, vous allez sympathiser avec des gens, vous allez bosser dans des boîtes avec des gens, donc il va y avoir des liens. Et puis, je sais pas, un de vos potes va être là, on va lui dire, on manque d'animateurs. Ah, ben justement, j'ai un pote qui s'appelle Calvin. Enfin, voilà, n'importe qui, il bosse pas. Et grâce à ça, voilà, juste le réseau. Mais ça, après, c'est intrinsèque. C'est quand vous êtes dans le milieu, etc. Ouais. C'est pas le même monde. Ok. Pas pour l'instant. Après, si t'as des contacts encore et que t'es à l'école, c'est cool. Si t'es étudiant et que t'as des contacts, fais les marchés de ouf. Si t'as des gens qui bossent dans le milieu, enfin, je vais pas dire non plus traîner avec eux, machin, et quoi que ce soit, mais non, si vous avez des gens qui traînent dans le milieu, demandez des conseils, machin, enfin voilà, ils ont peut-être des astuces, ils sont bienveillants, moi j'ai déjà aidé des gens. Ouais, franchement, je trouve que c'est ça qui est intéressant. On est quand même dans une industrie où les gens sont relativement bienveillants et empathiques. Grave. Ils vont pas être là en mode oh non, lui va me voler la place, vas-y dégage. Non. Ça c'est d'ailleurs c'est un des enfin les tables dans la prod, il y a pas cet esprit. Enfin, je pense que c'est plus américain spirit, tu vois le truc. C'est en plus de ça, on va pas se mentir, les Américains c'est très spécialisé. On va dire dans eux c'est des écoles spé de ouf qui valent une fortune, mais il y a pas plus spé que ça, tu vois. C'est vraiment c'est du sniping de taf, de prod de ouf quoi. Vraiment t'es le meilleur quand tu sors de là. Et contrairement à l'Europe, on est un peu plus justement, comme tu dis, polyvalent et on essaye d'être un peu plus. Mais du coup, ça aussi, ça peut être une force parce que si on est en galère de layout, mec, et que toi t'as plus de taf, et on dit mec, viens passe le layout. Bon bah vas-y, contrat d'un mois, 2 mois, moi ça me prolonge un peu. Voilà, je vais pas prendre des vacances tout de suite. Donc voilà, après il faut faire ses heures. Voilà, il y a le délire aussi de faut que vous fassiez vos heures. N'hésitez pas non plus à faire plus d'heures que ce que vous avez. Voyez pas ça comme là je fais mes 507 heures. Parce que ça aussi, il faut en parler de comment t'es intermittent, etc. Et il y a des gens qui sont dans le délire, d'autres moins. Moi, je suis pas dans le délire de tu fais tes 507, tu t'arrêtes, bam, tu prends tes aides et puis c'est bon, j'ai 6 mois libre. C'est pas le délire non plus. Si vous voyez qu'il y a une prod qui se prolonge, c'est toujours ça de prix déjà pour votre expérience et ensuite pour le social. C'est parce que voilà, quand tu termines une prod après, tu restes machin. C'est vrai que ça, c'est un statut dont on nous a pas parlé au final, le statut d'intermittent. C'est parce que quand tu arrives et que tu signes ton premier contrat, ce que tu sais pas, c'est que t'as pas le statut d'intermittent. La première heure à pas faire, c'est quand vous allez faire vos premiers trucs Pôle emploi là. Surtout, ne cliquez pas sur j'ai du taf, yes, ok, je recherche du taf. Non, c'est bon, mec, merci. Parce que vous faites radier cash, en fait. Ouais. Et le statut intermittent est le seul où vous mettez que vous cherchez encore du travail quand vous êtes sur Pôle emploi. Surtout ça, tous les étudiants, retenez bien ça. Parce que tout le monde s'est fait radier au moins une fois, pas tout le monde, mais beaucoup de gens se sont fait radier parmi les intermittents et ça permet à l'État de moins fournir d'aide. Et ça, c'est un truc qui n'est pas expliqué. C'est plus ou moins, je dirais pas fait exprès, mais voilà, c'est pas trop expliqué. Ouais. Donc voilà, n'oubliez pas, cliquez bien sur vous, continuez de chercher du travail, vous êtes intermittent. Donc forcément, votre production n'est pas indéfinie, vous n'avez pas de CDI, vous n'avez pas de CDD indéterminé, quoi que ce soit, des trucs ultra longs. Et votre taf, à un moment, il va se finir. Voilà, ça sera 5 mois, 3 mois, 6 mois, je ne sais guère le temps de la prod, mais c'est pour ça que vous dites que vous continuez de chercher du taf, on est intermittent. On n'a pas un taf fixe, en fait, c'est pour ça. Donc, n'hésitez pas à, voilà, vraiment, ne vous faites pas radier, sinon vous allez tout reprendre à zéro. Et surtout, voilà, au début, on n'est pas intermittent. Vous devez cotiser 507 heures et faire 507 heures de travail au minimum jusqu'à 908 et des brouettes maximum pour avoir un palier d'aide. 507 heures, ça fait quoi? Ça fait quoi? 3 mois, 6 mois de taf? Ça fait entre 4 et 6 mois, je crois. 4 et 6 mois, d'accord, ok. À 35 heures. Si vous avez une boîte qui fait 39, vous arriverez plus rapidement. D'accord. Mais voilà. Du coup, arrivé à ces 507, vous avez toujours pas les aides. Vous devez prétendre à être intermittent et on va vous calculer, on va prendre vos nombres d'heures, faire un taux sur ce que vous avez gagné et vous aurez, pendant 1 an, des aides intermittentes qui vont vous aider. Et de toute façon, normalement, je crois, il y a un taux max, donc le plus d'heures que vous aurez fait avant de demander 908 heures, vous êtes au maximum du maximum, et vos aides sont, du coup, en fait, les heures, c'est le capé, de l'argent que vous allez toucher en aide. Donc, si vous faites 908 heures, même plus, de toute façon, au-dessus de 908, ce sera plus compté, mais on va dire, si vous faites le capé, vous aurez une aide max, et si vous faites 507 heures, vous aurez l'aide mini. Voilà, il faut le savoir. Et vous avez un délire avec les dates anniversaires, mais ça, je vous invite à vous renseigner parce que ça va prendre une plombe. C'est hyper complexe. C'est clair. Et avec l'année blanche en plus du Covid, etc., c'est un enfer sur Terre. Moi, là où je voulais en venir, c'était aussi du coup pour postuler. Par quelle plateforme on peut passer maintenant pour postuler? Alors, pour postuler, à l'époque, moi, je passais pas mal par Katunk. Ouais. J'ai appris qu'ils avaient fait ils s'étaient rejoints avec je ne sais plus quelle boîte pour faire. Oui, merci. Je savais que tu allais le sortir. Moving Motion. Moving Motion, c'est ultra cool parce que du coup, c'est vraiment pile poil dans le milieu. Et c'est une alliance entre Katunk et je ne sais plus. Je n'arriverai pas de toute façon à mettre la main dessus. Mais du coup, ils se sont liés et ils ont fait. C'est Audience. Je crois que c'est Katunk et Audience. C'est Katunk et Audience. Ouais. Audience qui est c'est la mutuelle plus ou moins, enfin des intermittents, voilà.
et qui a fait un truc avec Katoon. Donc c'est super cool parce que Katoon à l'époque était une plateforme super prisée pour aller chercher dans le domaine toutes les boîtes. C'est comme ça que j'ai trouvé Studio Harry. Voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé LinkedIn aussi, énormément. LinkedIn, c'est la machine. LinkedIn, si vous suivez les bonnes personnes, vous avez des bons cercles, etc. Vous avez des snipers, les chasseurs de tête. Ouais. Ils passent leur vie sur LinkedIn, vraiment ultra réputé pour les chasseurs de tête. Donc n'ayez pas peur si vous voyez des gens qui vous stockent. Parfois, moi j'avais vu à l'époque, c'était une meuf de chez Pixar, j'avais halluciné. J'avais pas été contacté, mais bref. Mais voilà, j'avais trouvé par exemple une boîte canadienne qui m'avait stocké, je les avais contactés et ça a failli se résoudre sur un contrat. Tu vois, c'est juste que je pouvais pas le faire parce que voilà, j'étais chez Exilam. Mais juste comme ça, en discutant, parfois en disant, vous m'avez stocké, machin, oui, effectivement, ouais, on fait ça t'intéresse? Bah ouais, pourquoi pas. Enfin voilà, n'hésitez pas. Si vous cherchez du taf, bon, ne soyez pas creepy non plus, hein. Le but c'est pas de stocker non plus toutes les boîtes et de leur envoyer des messages derrière votre écran, mais si vous voyez quelqu'un que voilà, une boîte vous stalk ou regardez votre profil, ça peut être intéressant d'envoyer un message et de dire bonjour, est-ce que vous cherchez du taf, je suis étudiant, machin, voilà, c'est ça coûte rien, de toute façon c'est mieux que de ne rien faire. Encore une fois, voilà, dites-vous que de toute façon tentez vraiment. Et c'est pour ça que je reviens à un truc, je voulais en parler tout à l'heure, je voulais parler d'Annecy, parce que Annecy c'est super important. Annecy, c'est super important. Profitez à mort si vous pouvez faire le festival d'Annecy avec votre école, mettre un peu de côté si vraiment c'est pas possible avec votre école ou que vous voyez que c'est un peu la dèche. Essayez de mettre de côté. Faites-le au moins une fois dans votre vie. C'est super important. T'as fait Annecy toi? Je sais plus si. Ah non, il y avait le Covid, connard. Ouais. Et oh, tu me parles. C'est quoi ce délire là? Il en peut plus. Quelle insolence le joueur français. Avec l'école. Le Covid. Ah oui, c'est vrai que c'était normalement c'était pour l'année Covid. Ah, désolé pour toi, jeune homme. Ouais, donc moi je l'ai fait 3 ans et c'était vraiment cool, ça m'a permis de me faire. Désolé pour les 3e années, du coup, ça va être compliqué. Ouais, désolé pour les 3e années. On croise les doigts pour les 2e et première années, peut-être. Même, vraiment, ça veut rien dire. Les 3e années, pas de souci, mettez un peu de côté, ça vaut vraiment l'expérience de se faire ça. Ou attendez l'année prochaine. Tellement c'est bien. Ouais, voilà, non mais vraiment ça vaut le coup parce que vous pouvez, mais même en dehors du cercle animation, vous avez le social avec les autres écoles. Vous avez vraiment un délire c'est trop cool. C'est les moments où vous allez forger plein de trucs. Profitez-en. Parfois on vous lâche dans la ville d'Annecy. Allez-y, vous baladez-vous, faites le tour du lac. Vraiment, vous êtes free et vous êtes vraiment l'endroit de l'anime, quoi. Donc profitez-en, allez voir plein de trucs. Levez-vous à 6h du mat parce qu'il y a des trucs, vous le verrez qu'une fois dans votre vie. Moi, j'ai pu serrer la main de Richard Williams et avoir une signature sur le livre avant qu'il décède. Et je me suis levé à 6h du matin et ça valait le coup, croyez-moi. Mais voilà, parfois, il faut se lever tôt, etc. Mais faites Annecy après. Faites Annecy vraiment parce qu'avec l'école, c'est cool, ça forge des liens et surtout, vous avez une vision des autres écoles, vous pouvez parler un petit peu de comment ça se passe ailleurs. Vous pouvez juste faire la teuf aussi parce que vous êtes étudiant et que c'est bien de faire la teuf entre étudiants et on forge des trucs. Peut-être qui sait, des couples se formeront. Et enfin voilà, c'est juste la magie, quoi. La magie où t'es avec ton école, t'as pas ce côté rigide de faut faire gaffe à ce que je fais, machin, et quoi que ce soit. Tu peux un peu te lâcher aussi avec tes potes et c'est toujours une bonne ambiance. Donc si vous pouvez le faire, faites-le. C'est une expérience inoubliable, vraiment clairement. Eh ben c'est noté. Et toi, je pense que t'as kiffé aussi Annecy, franchement. Mec, moi je fais partie de la section maudite à l'IDEM qui n'a jamais pu aller au festival. Non, non. Ça fait partie de ceux qui n'ont pas pu y aller. Oh putain, je suis tellement désolé. Je sais. Pas. Mais bon. Je suis désolé. Mais moi c'est mon stage qui m'a permis de trouver un taf. Mais du coup, tu l'as fait au moins une fois? Non. Non, mais là. C'est un coup à ce qu'on se rejoigne une année. Bah, carrément. C'était chaud, franchement, si une année était chaud. Carrément. En plus, à plusieurs, on peut choper des petits chalets en interne pour pas grand chose et c'est super cool. Franchement, vraiment. Carrément. En tout cas, je suis allé à Annecy, pas pour le festival, mais juste pour découvrir déjà et c'est ouf. Ouais. Franchement, c'est vraiment ouf. En plus, ouais. C'est top. Franchement, c'est top. Limpide. C'est extraordinaire. Enfin bref, donc voilà. Ok, en tout cas, voilà. LinkedIn. On a maintenant Move in Motion et on a le festival d'Annecy. Donc, alors vous avez Behance aussi, mais Behance qui est une vieille plateforme, mais qui est plus au sens artistique un peu. Voilà, ArtStation comme tu l'as dit, ça peut être sympa, mais il n'y a pas trop d'animation, ce serait plus pour de la sculpte ou même du ZBrush, etc. Instagram par contre, Instagram il y a de plus en plus d'animateurs. Ah ouais, non mais allez-y parce que vraiment ça va vous faire jumper de dingue. Il y a aussi des chasseurs de tête sur Instagram, faut savoir. Même si c'est un peu plus récent, mais vous pouvez vous faire sniper sur Instagram sur des contrats ou des partenariats, ça peut être sympa. Après, faites attention parce que du coup, ce que vous postez, c'est plus trop votre propriété. Donc, faites gaffe aussi.
Vous avez coché la petite privacy clause. Donc faites attention aussi aux images que vous mettez, c'est-à-dire que si vous avez des projets qui sont en cours mais très importants, que vous voulez absolument pas de fuite de NDA ni quoi que ce soit, à moins d'avoir vos projets datés avec screenshot à l'appui, etc., ou datés ou quoi, qui permettent de dire, ou si vous les postez avant, évidemment c'est facile, si quelqu'un les poste après, il vous les a volés, c'est facile de prouver ça via la plateforme. Mais faites attention quand même. Enfin, voilà, c'est propriété et droit à l'image, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Ouais. Donc, faites pas n'importe quoi avec. Pour des petits trainings d'animation, c'est cool. Pour savoir, pour montrer ce que vous savez faire, un petit jump, un petit acting, du lips, voilà, allez-y quoi. Faites-vous plaisir. En plus, c'est comme ça que vous allez avoir des contacts. Et, Donc, et justement, en parlant de petits trainings, moi, ça me permet d'enchaîner là sur quel type de tests attendent les étudiants en fait quand ils vont vouloir rentrer dans une boîte. Et donc, peut-être que ça leur permettrait d'avoir des idées de shots qu'ils pourraient faire déjà de leur côté pour être préparés. Alors, c'est tellement vaste. Alors, faut savoir déjà, vous avez signé une NDA direct. Alors ça. Donc NDA, pour ceux qui ne savent pas, c'est une clause de non-divulgation. Voilà, c'est ça. C'est non-divulgation agreement, ce qui veut dire que en fait vous engagez à ne pas divulguer ce que vous voyez, ce que vous faites, puisque ce sont des productions. C'est un secret en fait professionnel tout simplement. Et ouais. On comprend que c'est logique pour éviter l'espionnage indus, parce que même dans cette catégorie-là, il y a de l'espionnage. Bien sûr. Alors, faut pas être parano non plus, mais voilà, ça évite quand même qu'il y ait des fuites. C'est pas cool d'avoir une image. On sait en plus pour les gamers, vous savez très bien qu'il y a des fuites ou des leaks. Souvent, qu'un jeu qui va être annoncé 2 jours plus tard, souvent est leaksé 2 jours avant. Ça peut faire quand même un peu de mal à la personne qui soit voulait faire l'exclusivité, soit voilà. Donc, NDA, et ensuite, généralement, c'est des scènes, tout simplement, avec le classique comme je te montrais tout à l'heure, mais bon, je sais pas si j'ai le droit, donc ouais. Ça va être un peu chaud, mais voilà, d'avoir, t'as le board à gauche, le layout, du coup, qui a été fait à droite, t'as les deux qui sont en simultané, donc ça a été validé en amont, etc. Et toi, du coup, t'as ton board, ton layout, tu récupères la version layout, donc on va dire mode simple 3D avec juste les mouvements ou les postes centrales. Ouais. Généralement, tu récupères rien du layout, puisque le layout, c'est le layout. Ouais. Quand c'est bien fait, c'est cool, mais généralement, vous attendez pas à ce que vous allez travailler sur ce qu'il a fait. Et vous reprenez à zéro une logique méthodologique, etc., pour votre scène, et vous allez devoir coller au board, tout simplement, et vous aurez un petit aperçu avec le layout de ce que vous devez faire. Et donc là, c'est de l'acting et une interprétation pure. C'est clairement, c'est très dur les tests parce qu'il n'y a pas de note anime, vous n'êtes pas dans le délire de la production, vous n'êtes pas en interne, donc vous n'avez pas tous ces réflexes de savoir comment marche le truc. Donc ça peut être très très négatif dans le sens où, voilà, enfin ça peut être mauvais déjà de base parce que on peut simplement faire de la merde. Ouais, bien sûr. Et donc, faut pas non plus se mettre trop de stress. Mais par contre, si vous faites un test, le stress va être nécessaire pour vous diriger. Alors, faut pas la prendre trop à la cool non plus. Hein. Vous êtes pas en vacances. Il faut vous montrer ce que vous savez faire, même plus. Vous vendiez, vous survendez. C'est le moment où il faut se survendre, en fait. Voilà. La survente, c'est mauvais sur le CV, mais par contre, au test, déchirez-vous total. Vraiment, vous pouvez y aller, c'est free. Mais par contre, voilà, ça peut être dur parce que la méthodologie est peut-être pas là, parce que c'est la première fois que tu te heurtes à un storyboard, donc t'as jamais suivi de trucs carrés de ouf, etc., et que tu te heurtes à une production professionnelle. Donc ne soyez pas juste trébutés, faites le mieux, faites simple, vraiment l'animation. Pas obligé de voir un mouvement dans son ensemble. Par exemple, un exemple tout con, c'est vous voulez faire un mouvement où t'as un perso qui roule sur lui-même. Vous pouvez très bien faire juste un up-down du bassin correct et puis ensuite lui faire sa rotation. Mais si votre up-down est bon, la rotation derrière elle sera bonne, il n'y a pas de problème. Mais décomplexifiez parfois le mouvement, n'essayez pas de tout faire en même temps. Après, si vous avez des post clés béton et un timing qui est ouf et un bon spacing, allez-y, c'est free. Si vous êtes vraiment bon là-dessus, faites-vous plaisir, mais soyez méthodologique. Vraiment, un test, ça demande. Ça c'est intéressant. Temps, vous devez vous auto-juger en fait. Vous devez juger vous-même. C'est vrai que moi, ça m'avait fait flipper aussi parce qu'à Teamto, on m'avait fait faire un test d'entrée avec Angelo la débrouille. C'était pas Skylander du coup. Non, c'était pas Skylander. Et du coup, voilà, il y avait une ligne de dialogue, le storyboard, et il fallait refaire le storyboard, mais t'avais juste 2 poses, quoi. T'avais une pose où il est comme ça, et une pose où il est comme ça. Voilà. Tu dis, mais c'est pour ça. Là, votre sens de l'art, c'est là qui va s'exprimer. Parce que oui, effectivement, pour vraiment voir ce que vaut un élève, ça c'est des tests un petit peu hardcore quand même. Parce que généralement les storyboards sont assez bien cut. Quand t'as 2 poses, c'est vrai qu'au niveau de l'interprétation, parfois quand t'arrives et que tu sors d'école, t'es un peu en mode ok, qu'est-ce que je fais entre les deux? Mais c'est là après que la notion de up and down, mais ça c'est des réflexes. C'est des trucs maintenant, je le vois souvent, c'est des défauts que je vois sur des showreels d'étudiants, des problèmes de up and down ou de timing. Mais ça, c'est juste qu'ils viennent de rentrer. Quand ils vont commencer à comprendre, ça sera plus un souci en fait. Mais c'est juste que c'est normal d'avoir des petits problèmes de timing, etc. aussi quand on sort d'école. Mais ça aussi, tu le sais très bien avec l'expérience. Vraiment, quand tu sais qu'un timing il est bon, tu vas le retenir. Voilà, c'est ton métier. Donc ça, il y a pas de souci. Le niveau, vous l'aurez si vous pratiquez. C'est juste, il faut être humble avec vous-même aussi. Vous êtes pas des génies, vous êtes pas génies de l'animation. Ça vient. Et t'as eu d'autres tests à part ce type de test-là avec le storyboard et une scène à reproduire? J'ai eu Story, j'ai eu un test sur GGCC, sur Google Corey Carson.
super prod. J'avais eu un test sur AgeJoey. C'était plus ou moins sensiblement la même chose. Storyboard, audio que tu importes et ton timing. Et t'as combien de temps pour le faire? Il y avait que Solidanime. J'ai failli dire une connerie, j'ai failli dire le nom de la prod. Il y avait que Solidanime où j'ai eu vraiment un truc full story et on m'a dit tu télécharges comment elle s'appelle là, Mary. Tu télécharges le rig Mary et tu te démerdes avec quoi. Et du coup c'était marrant parce qu'il y avait un perso, j'ai fait un cube avec, j'ai dessiné à l'arrache dessus des yeux pour faire le perso parce qu'il y avait du contact dessus, fallait faire un truc. Mais ouais, il y avait que Solidanime finalement. C'est-à-dire quoi, quand tu dis full story, ils t'ont fait faire quoi? Full story, c'est un full storyboard, pas de layout, et tu prends Mary et tu fais toi-même tes poses. D'accord. Mais généralement, enfin oui, après c'est vrai qu'il y a beaucoup de prod où tu n'as pas de layout non plus, je suis con, mais parfois ils mettent un layout pour avoir tu vois, une idée. Ouais, là on parle vraiment de la série télé en fait. Voilà, série télé. Après, c'est vrai que souvent, quand ils veulent te tester, je dis layout quand ils sont confort, mais quand ils veulent te tester, ils mettent pas de layout, et puis, enfin, ils te mettent pas de, oui, ils mettent pas de truc 3D, ils te mettent juste le story, et puis démerde-toi avec ça. Et c'est vrai que ça permet de voir un petit peu comment tu peux te débrouiller aussi. Ça leur permet de voir quel est ton sens de la débrouillardise, parce que tu arrives, tu penses que tu vas être enfin, va être, comment dire, pris par la main, quoi. Et en fait, non, t'arrives sur le story, comme il dit Jérémy, t'as 2 ou 3 postes clés, et tu dis, ok, là, je vais devoir interpréter, comment je gère le truc. Et là, votre temps est compté. C'est-à-dire qu'à partir du moment à 8h, 8h30, vous commencez votre test, il faut que vous gérez votre temps de ouf. Ce qui ne veut pas dire non plus vous cramer et rester jusqu'à minuit, mais juste vous dire, ok, comment je répartis? Donc déjà, qu'est-ce qu'il y a à travailler, le timing à refaire, tu replaces le perso, tu fais tes postes clés. Si les postes clés sont bonnes, les inters et tout ça, ça passera. Donc voilà, repartir sur les bases, etc. N'hésitez pas, si vous avez un livre genre Richard Williams, des trucs avec les bases, n'ayez vraiment pas peur de perdre 1 heure à relire si vous êtes en stress total. C'est cool parfois de relire les bases. Vraiment, avoir le petit livre de Richard Williams, moi je le mets toujours quand j'arrive dans une prod. Une prod, il y a des gens qui rigolent, mais moi je suis chaque fois en mode mec, enfin, c'est la base quoi. Il y a quelquefois des trucs que tu oublies. Ah bien sûr, mais ça c'est clair. Les 12 principes de l'animation, parfois t'en zappes 3, 4, tu captes pas, tu fais un mauvais spacing, tu t'en rends pas compte. Enfin voilà, tu peux pas toujours avoir les 12 principes innés quoi, tu vois. Donc voilà. Et en général, ces tests durent combien de jours? Tu as combien de temps pour le faire? J'avais de la chance à Harry, j'avais eu 2 jours. Sur Gogokuri, j'avais eu 1 journée. Sur AgeJoey, j'avais eu 1 journée. À Studio Harry, j'avais eu 1 journée. Généralement, c'est 1 journée pleine. Ça peut arriver, c'est entre 1 et 2 journées. Ça dépend de la complexité du plan. Si on vous demande du 4 secondes, peut-être le lendemain, on vous demandera de nouveau 4 secondes et on vous donnera notre plan. À Harry, j'avais fait 2 plans du coup. J'avais fait 2 plans. Un plan de 1 seconde 30 et l'autre qui est en piétiné pour arriver à 5 secondes. Et c'était large, quoi. Il donnait 5 secondes pour se dire, si le mec arrive à faire 5 secondes correctes, il pourra rentrer dans les 8. Et donc, du coup, avec du travail, il pourra faire les 10 secondes jour. Il y a une logique quand même dans les tests si on te donne un test de 6 secondes simple et que tu n'arrives même pas à le faire, tu vois, si c'est ultra simple en acting, que c'est un plein pied, que tu n'as pas de mouvement de pied, etc., enfin, que tu as juste le perso à réagir, si ça, déjà, 6 secondes, tu le fais pas ou tu galères, bah, ils vont même pas se prendre la tête. Ils vont dire, bon, bah, lui, déjà, s'il rentre pas dans les quotas de base, parce qu'ils prennent un moins 2, tu vois, 6 secondes, c'est la base, et si tu peux monter à 8, on va dire que la moyenne, c'est entre 8 et 10 quand on fait de l'animation. En fonction de la difficulté de la série, je parle de série, pas de film, parce que le film, vous divisez ça par 100. Mais oui, pour de la série, ça peut tourner entre 6, 8, 10. Si vous êtes sur de la série ultra simpliste, ça peut aller jusqu'à 12 secondes. D'accord. Mais là, 12 secondes, vous êtes sur du hardcore. Humainement, là, c'est chaud à tenir parce que, à moins d'avoir une banque animation qui vous fait vos plans, en fait, avoir des marges, des trucs tellement complexes et variés que vous pouvez faire des plans entiers, c'est très dur de tenir du 12 secondes jour. Mais encore une fois, avec une banque anim, c'est faisable. Hein. Clairement, vous pouvez même monter à 20 secondes si vous voulez. Si tous les cas de figure, vous les avez bankés, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, avec un retiming sur Graph Editor, vous pouvez tout faire. Vraiment, un coup de rigueur, s'il doit lever la tête, allez, rigueur anime, c'est bon, lève la tête, il y a un problème. Enfin voilà. Donc tout ça, faut juste penser au plus simple. Si t'as ta banque, après tu l'importes. Si tu dois faire un truc un peu plus efféminé, tu prends une marche normale, tu lui mets un layer sur les hanches, t'as une marche efféminée, t'as gagné du temps, t'as pas refait les marches efféminées à 0, tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, c'est des logiques, mais plus dans le logiciel 3D, donc ça, c'est autre chose. Et ça on le verra après, on va le voir après. C'est plus complexe. Et du coup, une fois cette phase de test, comment se passaient les entretiens? C'était stressant de ouf. Parce que en vrai, j'ai fait j'ai fait plusieurs entretiens, mais l'entretien à Harry, c'était celui qui était le plus stressant parce que c'était genre l'entretien où tu serres les fesses, tu dis si je le rate, en fait, retour à la case serveur. Enfin bref, moi, c'était particulier, mais voilà. Donc j'étais un peu stressé. Et puis voilà, je me suis un peu survendu quand même. J'ai surtout dit que j'étais ultra motivé de ouf et que j'étais dispo 24h/24 sur les 3 ans qui arrivent, tu vois. Enfin voilà, je leur ai clairement dit en clair, là, je suis votre slave total. Mais bon, en même temps, c'est mon premier taf d'animation. Moi, je rentre dans une boîte, on me file un taf, mais vas-y, mais mec, moi, tu me files 4 mois de taf, mais vas-y, file-moi 4 mois de taf. Moi, je ne demande que ça. Et surtout que je savais pertinemment que j'avais pas mon régime intermittent non plus, parce que ce qu'il faut savoir, et ça, je fais une petite parenthèse, ça peut être bien pour les élèves. Ce qu'il faut savoir, c'est quand t'as pas ton régime intermittent
et que tu fais tes premiers mois, qu'il faut 4 mois pour être intermittent. Mais quand la boîte, sur tes 4 premiers mois, ils disent, bah là, désolé, on a crunché, on a fait trop de taf, du coup, bah, jeudi, vendredi, vous rentrez chez vous. Ok, c'est cool. Pour les intermittents, c'est cool. Pour vous, c'est pas cool du tout. Parce que vous rentrez chez vous jeudi, vendredi, vous avez 2 jours pas payés. Parce que Pôle emploi vous paiera rien, vous n'avez pas de régime intermittent. À moins d'avoir un ancien régime chômage. Ouais. Mais vu que vous avez commencé à taffer, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc, méfie. Ça, c'est un truc vraiment, je tiens à le dire. Faites attention. Ok. Voilà. Si, parfois, ça peut arriver que des boîtes vous demandent de cruncher. Ça, c'est discerner on veut cruncher efficacement on veut cruncher juste pour vous faire rentrer chez vous et gagner des sous. Ça, c'est 2 trucs différents. Quand la boîte, elle est humaine et vachement sociale, généralement, ils font ça parce qu'ils ont pas le choix. Ils sont dans la merde ou ils doivent terminer une prod, etc. Là, parfois, les boîtes n'ont pas le choix. Et vous ne le croyez pas, vous allez faire partie de ces gens, parfois, qui crunchent. Donc, voilà, ça va faire partie de vous si vous trouvez, enfin, en animation, parfois, de vous cruncher, quoi. On vous demande de faire plus que ce qui est nécessaire, de rester un peu plus longtemps, ça peut arriver, ne soyez pas juste bloqué. Parfois, les productions, quand vous aimez une production, vous aimez une boîte, qu'elle est cool avec vous, moi, ça m'est arrivé de cruncher pour eux, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils sont réglo et voilà. Si c'est une boîte, par contre, qui vous exploite un peu et que vous le voyez, bah, là, il serait peut-être temps de négocier. Ouais. Voilà. Mais du coup, j'en étais où je parlais d'eux on parlait des entretiens, en fait. Est-ce que, par exemple, tu passais par une préparation spécifique Ouais, non, enfin, c'est juste... ouais. Après, ça dépend, encore une fois, des questions de celui qui t'entretient, du DRH, etc. Donc, mais ils vont te poser quoi comme question? Moi, c'était des trucs du genre, est-ce que t'es mote? Bah oui, je suis mote. Enfin, tu vois, des trucs basiques en mode, est-ce que t'as déjà des expériences? Oui. T'as bossé dans quoi? J'ai fait un petit contrat freelance. Sur mon LinkedIn, vous pouvez voir le lien. J'ai un petit showreel. Ok. Tu sors de quelle école? Je sors de l'IDEM. Enfin, voilà. Juste, c'est basique. Okay. Après, le reste, c'est du flow, hein. Enfin, vraiment, soyez pas surstressés. Si on vous pose une question basique, répondez basiquement, hein. Mettez pas non plus, 3000, n'embellissez pas ça de ouf. Soyez juste simple, concis. Et puis ça passera, quoi. Après, c'est pas sur votre entretien qu'on va savoir qui vous êtes, quoi. Moi, enfin, clairement, c'est pas sur juste 10 minutes d'entretien que la boîte va savoir comment vous bossez. Donc, l'entretien, ça reste un facteur encore secondaire. Si votre taf, il est bon, l'entretien, il est que secondaire. Ce qui veut pas dire que vous allez arriver en punk et insulter les gens en leur crachant dessus. Vous devez aussi être correct, normal, et du coup, ça passe par la présentation. Moi, par exemple, j'ai caché mes écarteurs. J'ai fait attention à ça. Ça paraît con, hein. Bon, après, ils m'ont dit, on s'en fout, parce que voilà, le physique, l'avantage dans notre métier, c'est que le physique, on s'en fout. Ouais. Mais malgré tout, voilà, je faisais gaffe, etc. Je sais pas s'il y a des boîtes qui font gaffe à ça, mais généralement, ils s'en foutent. Ouais, ils s'en foutent, mais bon, t'essaies quand même de toujours faire une première bonne impression, quoi. Au moins pour l'entretien, voilà. Au moins pour l'entretien, de pas arriver avec des gros écarteurs schlag, tu vois, en mode, tu vois les troncs dans les oreilles. Je me suis mis, voilà, un petit bonnet, machin, j'étais bien présentable. Après, c'est un style, hein, ils m'ont vu arriver, ils ont dit, bon, j'étais classe dans mon style, tu vois. Bon, faut accepter les artistes comme ils sont quand même, tu vois. Je suis pas arrivé non plus en costard pour un non, c'est clair. Faut pas déconner non plus, quoi. Mais oui, juste, voilà, être simple et concis. Mais voilà, si vous bégayez un petit peu, ils vont le voir. Ils ont aussi ce délire ils sont humains. N'oubliez pas, vous avez pas des monstres en face de vous, hein. C'est des DRH, hein. C'est leur métier aussi, quoi. Enfin, je veux dire, ils seront compréhensifs. Vous mettez pas une grosse pression pour ce genre de choses. S'ils ont décidé de vous faire entrer dans la boîte, c'est déjà décidé, quoi. Enfin, ils vous le feront comprendre, de toute façon. Ok. Et du coup, est-ce que tu penses que donc ça serait plus intelligent ou en tout cas plus intéressant de commencer d'abord par la voie du salariat plutôt que commencer par la voie du freelance? Ouais, ben justement, il y a quelqu'un qui m'en parlait il y a pas longtemps. Il y a toi et une autre personne qui m'en parlait du freelance il y a pas peu de temps. Et en fait, c'est avantageux, mais plutôt sur le tard. Et je vais m'expliquer parce qu'en fait, quand tu es freelance, ta première année est exemptée d'impôts aussi, mes souvenirs sont bons, sur le chiffre que tu fais, sur tout ce que tu fais. Ouais. Du coup, en fait, pour moi, le combo de ouf, c'est vraiment, tu te salaries. Donc, tu te fais ton expérience, etc. T'attends d'avoir un bon gros pédigré. Tu vois, le bon gros pédigré. Donc, médium, senior, ça peut être bien. Quand tu commences à comprendre une prod, à savoir où est-ce que tu vas, ce que tu gères, etc. Bref, voilà, que ta vie, elle est faite. Et que tu prends du niveau. Là, tu réfléchis et tu dis, OK, est-ce que ça peut pas être avantageux avec tous les contacts de me mettre en freelance pour une prod, un projet, etc., etc. Parce que quand tu es freelance, il faut bien penser aussi que si vous êtes freelance trop tôt, votre première année, vous n'allez pas faire de contrat. Et vous avez payé des impôts, etc. Je dis pas que c'est du grappillage, etc. Mais c'est important de comprendre que c'est plus rentable pour vous de vous mettre freelance quand vous avez des contacts. En tout cas, pour moi. Parce que du coup, tu peux faire beaucoup de contrats, rentabiliser en fait cette année exemptée d'impôts pour ensuite te mettre bien pour tout simplement réinvestir. Parce que voilà. Et on sait qu'en ce moment, c'est la galère en fait. Pour tout le monde, hein. Tout le monde est dans la galère avec le Covid. Du coup, c'est juste un conseil. C'est pas, je vous dis pas ça en tant que il faut grappiller, machin, ou quoi que ce soit, mais c'est plus important de vous dire que pour vous, avoir des contacts, c'est toujours mieux de choper un contrat freelance, de pouvoir avoir un salaire ultra correct et en plus exempté d'impôts sur la première année. Quand vous passez freelance, c'est toujours plus avantageux. De toute façon, ça va vous permettre de renflouer, de mettre un petit peu de côté pour votre entreprise si vous voulez
parce que vous allez peut-être vouloir racheter des choses, etc. Voilà, on sait jamais, faire des travaux, etc. C'est bien, ça vous permet de vous lancer en fait. Ouais. C'est pas du grappillage, ça vous permet vous d'avoir un peu plus. Et c'est d'ailleurs, c'est pas exempté d'impôt pour rien. La première année, ils disent bien, c'est parce que c'est le moment où il faudrait faire un peu d'argent. Il faut vraiment avoir des contrats, etc. Donc c'est vraiment avantageux. Mais après, les deux se valent dans le sens où c'est une expérience différente. Le freelance, c'est vraiment une expérience différente où là, tu te vends, t'es ta propre entreprise. Ça n'a rien à voir avec le fait que t'es un salarié et que tu fais partie d'un tout. Ouais. Là, le tout, c'est toi. Quand t'es freelance, le tout, c'est toi. Tu te bases sur rien d'autre. T'as pas de DRH pour t'aider ou quoi que ce soit. Alors que quand t'es dans une société ou dans quelque chose de bien particulier, dans la bulle vraiment du professionnel avec une grosse boîte, elle te prémâche un peu le taf. Vous avez des DRH qui vous envoient des mails, des machins, etc. Vous avez une espèce d'échange, une vie qui se fait au sein de la société. Alors que quand vous êtes solo, cette vie, c'est vous qui la faites. Donc, faut vraiment vous gérer à fond. Donc, si vous vous sentez de le faire, faites-le. Après, moi, j'impose rien. Vraiment aux gens, il n'y a pas de meilleur conseil. C'est juste que pour mettre un peu plus de côté, évidemment, c'est plus avantageux d'avoir énormément de contrats la première année, d'avoir vraiment de faire rentrer de l'argent et ensuite de dire, bon, ok, qu'est-ce que je fais? Je temporise. Qu'est-ce que je peux faire avec cet argent? Est-ce que je peux réinvestir? Est-ce que je peux partir sur autre chose, etc. C'est important. Parce qu'il faut pouvoir aussi réfléchir à ça. Ça avance vite. Notre métier, en fait, il avance énormément vite. Du coup, quand vous êtes freelance, il y a ne serait-ce que le matériel à racheter, voilà, tout ça. Vous savez que ça évolue aussi. Donc, c'est pas du grappillage, c'est juste se mettre à jour. Et ça peut valoir un bras. Hein. Moi, j'ai racheté un PC, il fait 2K, quoi. 2K. D'accord. Dire, je mange des pâtes, non, je déconne. Mais voilà, enfin, 2K, enfin, 500 € pendant 4 mois. Ouais, ok. Là, je suis large pendant 15 ans, j'exagère, pendant 5-6 ans, avec ce que j'ai, mais à 2000 quand même, hein, ça fait mal. Enfin, voilà, c'est quand même du matériel, mais ça me permet d'être hyper à l'aise en termes de 3D, etc., etc. Donc, c'est aussi c'est un poids dans la balance. Ce que vous allez gagner par an, si vous faites du télétravail, par exemple, il vaut mieux investir dans une bête de guerre. C'est important. C'est hyper important, les gars. Cherchez pas à économiser, cherchez pas à faire des trucs de bout de chandelle à un moment, voilà. Non. À moins d'avoir, après, ok, si tu récupères une grosse tour ou un truc, déjà un gros boîtier large avec une bonne carte graphique, que toi, je sais pas, t'as du 32 Go de RAM, t'es large et tout, même si enfin là je parle un peu technique, mais voilà, si t'as un truc un peu ancien mais qui tient la route, vas-y, enfin fais-toi la main dessus. Mais à terme, tu sais très bien que bon, si c'est ton métier, il te faut ton PC, faut que ce soit une bête de guerre. Voilà. Faut que tu puisses faire de la 3D easy, sans problème. Voilà, il faut pas de difficulté parce qu'il faut que tu sois fluide. Parce que si t'es fluide, tu gagnes du temps. Si tu gagnes du temps, t'es plus rapide. Si t'es plus rapide, eh ben, tu peux faire autre chose en plus. Voilà, tout simplement. Si t'es rapide, tu fais tes quotas, tu fais pas d'heures sup. C'est clair. Tu termines à 17h30. C'est clair. Enfin, voilà, c'est con hein, ce que je dis, mais voilà, mais ça vient avec le temps, si la méthode, etc. C'est de l'expérience. Il faut pas avoir peur. Vous rentrez dans un milieu. J'en parlais à un pote là. Je me suis mis au Rubik's Cube. Ben, genre, je me suis acharné. J'ai appris à faire un Rubik's Cube en 3 semaines. Un Rubik's Cube simple en 3-3. Ben, l'animation, c'est pareil, mais voyez ça comme une plage un peu plus haute. Ouais. C'est genre, vous avez pas 3 semaines, vous avez toute une vie pour apprendre à animer, voilà. Et vous êtes même pas sûr d'apprendre correctement au final. C'est juste que voilà, il faut se donner des défis et se dire, on apprend tous les jours. Et vous pouvez apprendre très très vite si vous vous y mettez. Vraiment très 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 vite si vous êtes motivé. Mais il y a un moment où vous allez stagner, c'est normal, parce que vous allez arriver à un niveau où vous comprenez beaucoup de choses, où vous avez une notion et une vision d'ensemble qui est assez large, ça se passe au bout de 5, 10 ans, etc. En général, soit vous avez du ras-le-bol, soit vous voulez continuer, ça dépend. Et à ce moment-là, vous avez un choix, soit vous stagnez et vous continuez dans votre niveau qui est très bien et ça va, soit là vous commencez à ce qu'on appelle le réveil, là, c'est au bout de 10 ans, vous réapprenez des choses, vous mettez à jour avec une nouvelle technologie et là vous partez sur un pic où vous reprenez du niveau d'anime de ouf. Mais voilà, ça fait un peu ça notre niveau. Faut se dire que les gens, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas être c'est clair. à l'animation, c'est pas possible. À moins de manger des pizzas pendant 15 ans et de pas voir le jour du soleil, enfin la lumière du soleil et de bouffer des tutos jusqu'à la fin de votre vie, c'est pas possible. Donc vous allez devoir avoir une vie sociale aussi privilégiée là, pardon, excuse-moi, à fond parce que c'est important, la famille aussi. Voilà, vous avez quand même une vie à côté. Le niveau d'anime, vous le ferez sur le long terme. Ouais, c'est clair. Ne bouffez pas votre santé pour ça non plus. C'est clair. Ça, je préfère le dire. Après, si c'est votre passion, votre kiff, et que vous préférez ça que geeker, gamer, etc., allez-y, faites-vous plaisir. Ok, voilà. Ben, merci en tout cas. Réponse très complète sur le freelance et le salariat. Mais voilà, justement, c'est mon point de vue encore une fois. Voilà, c'est ça. Le but, encore une fois, c'est que vous ayez le maximum de spectre d'opinion possible pour vous faire après votre opinion, quoi. Carrément. Il y a plein de points de vue différents. Ouais. C'était bien. Et sachant qu'en plus, voilà, on va faire des interviews de gens qui chacun travaillent dans des domaines différents. Voilà, toi, t'es vraiment passé par la série télé dans le secteur d'Angoulême. Quelqu'un, par exemple, qui a fait la série télé à Paris, peut-être aura aussi un vécu différent. Quelqu'un qui je pense qu'il aura un vécu différent. Voilà, ou quelqu'un qui bosse dans le jeu vidéo Paris, aussi, tu vois. Oui, le jeu vidéo, par exemple, c'est pas les mêmes épicentres. Voilà. Là, Angoulême, jeu vidéo, t'as 3 boîtes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Paris, Lyon avec Ubisoft. Il y a Montréal aussi, beaucoup, qui commence à être une grosse plaque tournante. En anime, après, t'as Valence, Tinto, mais bon, Tinto, c'est un peu l'usine. Mais c'est bien pour un junior. Je dis que c'est l'usine, c'est pas négatif en fait, parce que ça peut être à la fois négatif et positif dans le sens où
un junior, ça demande que du taf et les boîtes ne demandent que des juniors parce que c'est, entre parenthèses, c'est une espèce de contrat de t'es pas cher, mais on peut te former. Alors, du coup, le junior, il est en mode, justement, tu me permets du de coup, faire une c'est un transition. entre-deux qui est assez nuancé, tu vois. Voilà, est-ce que du coup, voilà, quand tu commences Parce en qu'il y a tant du que positif. débutant, est-ce qu'en débutant, tu dois tout accepter? Justement, quand tu m'as posé cette question, j'ai pensé à Tipto direct. Parce que, enfin, attention, pas négativement. Ouais, non, on n'est pas là pour absolument cracher. Tipto. On n'est pas là pour Pas du cracher. tout, pas du tout, hein, carrément pas. Ils font du bon taf, etc. hein, vraiment. Non, c'est juste, est-ce qu'on doit tout accepter? Non, parce que il y a quand même des clauses de contrat, etc. On peut pas, par exemple, on ne peut pas ne pas vous faire signer de contrat. Si déjà vous sentez que quelqu'un met une semaine ou deux à vous faire signer un contrat, Ouais. ça pue du cul grave. Vraiment, je veux dire un peu méchamment. Mais ouais, faites attention. Signez votre contrat assez rapidement. Mettez entre quatre yeux vraiment contrat machin. Vous lisez tout. Vraiment lisez tout. Vraiment lisez votre contrat, checkez et surtout ayez un contrat. Quoi d'autre? Mais en tout cas, voilà, faut pas avoir peur de faire des heures sup, faut pas avoir peur d'être pas Oui, voilà, trop payé enfin, au début parce que ça fait là- partie. Oui, parce que en plus vous apprenez. Vous apprenez quoi. Vous apprenez, donc vous allez en fait c'est pour ça que le studio Harry, j'ai Ouais. fait beaucoup d'heures sup pour eux, etc. Mais c'est pas eux qui m'ont demandé de faire les heures sup en fait, tu vois. J'ai fait beaucoup d'heures sup parce que j'apprenais tellement, enfin moi c'était tellement ma passion que je me suis dit waouh c'est trop bien, vas-y, je vais rester un peu plus, je vais essayer de terminer mes plans, etc. Et parce que je suis un peu perfectionniste aussi. Mais c'est cool parce que t'as l'énergie en fait quand tu commences de ouf, t'as l'énergie de malade, tu veux apprendre. Et c'est bien pour les boîtes parce que soit ça te rend corporate, soit il te forme et tu restes longtemps. Ouais. J'ai un ancien, par exemple, Loïc Casadessus, Oui. qui a Oui, Tipto. oui. Et ben lui, il est resté assez longtemps. Ben, c'est pareil, c'est que tu arrives et puis tu montes en termes animateur, tu passes médium, etc. Mais tu peux rester aussi sur place, on peut te former. Donc ça aussi, ça a des points Ouais, d'intérêt. ouais. Si tu as envie de faire ta vie à Valence, eh ben, tu trouves un contrat, tu restes à Tipto et puis c'est pas grave. Donc c'est à la fois de l'intermittence, mais parfois on est un peu aussi sédentaire quand même. Parce que les boîtes, une fois qu'elles nous ont sous le coup, il a dit ok, lui il est dispo, il n'y a pas de problème. Mec, on a 4 prods qui arrivent dans l'année, là, t'inquiète pas qu'on va t'en trouver une. Tu vois, il n'y a pas de souci. Pour du taf, c'est cool. Si après vous êtes en mode la pression, que voilà, moi je suis perfectionniste, je sais que je me fous beaucoup la pression, que Timto, c'est vrai que pour moi c'était pas prêt quoi. C'était un peu trop Ouais. l'usine, j'avais des retours un petit peu pas du tout négatifs, mais genre c'était quand même fallait être très 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 créatif très vite et moi il faut du temps. Moi, je suis quelqu'un de lent, Ouais. je fournis de l'animation de qualité, mais je suis lent. Voilà, c'est mon principal défaut. Clairement, je le sais maintenant. Il m'a fallu des années, mais je le sais. Je suis quelqu'un de super lent. Et par contre, je suis super efficace, mais je suis super lent. Voilà, c'est le problème. Et donc, du coup, quand vous savez ça, à vous de faire votre méthode en fonction. Du coup, moi, j'ai des raccourcis partout. J'ai des raccourcis pour tout. Je fais tout en raccourci. Mon outliner, CTRL-E. Je rappuie sur CTRL-E, je le dégage. Mais je vais pas cliquer sur Windows Outliner. C'est mort. Je perds 10 D'accord. secondes. Et si je fais ça à chaque fois, ben, je perds peut-être sur l'année. Et c'est, enfin, je rigole, hein, là, ça fait un peu capitaliste de temps, mais avec des raccourcis, vous multipliez par 10 votre facteur temps, en fait. Parce que si vous pensez en raccourci, ça va être des réflexes, vous allez penser plus à votre anime, en fait. Parce que tout sera déjà en raccourci, vous savez inconsciemment déjà où cliquer pour faire les trucs, etc. Donc après, vous allez penser beaucoup c'est plus sur super votre anime. intéressant ça. Et moi, j'ai dû faire ça, j'ai dû me forcer à faire ça parce que j'étais trop lent. Du coup, j'ai des raccourcis pour tout. J'ouvre des fenêtres, machin, je passe en vue cam, vue perse, ok, j'ai un raccourci pour afficher le story, ok, je désaffiche le story, je le regarde, tu vois, clac, clac, clac. J'ai un truc pour hider le story légèrement, pour le fondre sur la scène. T'as plein de petits raccourcis, des raccourcis pour le graph editor. C'est des trucs après, on pourra, si tu veux, je pourrais filer 2-3 astuces après aux élèves à la fin. Ouais, mais, je pense, ouais, ça c'est super intéressant. scripts, Je pense qu'on va etc., bien le n'ayez développer. pas peur. On va bien le développer à la fin. 3ds Max. Du coup, il y a forcément le monde du script. Allez-y, le script, c'est super cool. Vous trichez pas du tout. Vous utilisez juste ce qu'on vous met à portée. Le script, ça permet de simplifier énormément de choses. Alors justement, Oui, ça fait- on va voir ça après. Restons d'abord concentrés juste vraiment sur comment ça se passe dans la boîte. Du coup, là c'est bon, on a parlé de toute l'étape où tu atteins ton job. Actuellement, on a parlé aussi du Covid. Est-ce qu'il y a quand même des offres d'emploi maintenant où le marché commence à saturer à cause du Covid? Il